Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce direct ce soir avec Jean-Marc Sabatier que j'ai le plaisir de recevoir pour parler de la science censurée, du Covid, des vaccins et du jeûne. Qui est une piste très intéressante pour la santé, d'ailleurs, sur lequel il a écrit un ouvrage, Le jeûne, qu'en dit la science, aux éditions Medicatrix. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir, parce que Nexus est un média indépendant et sans publicité, et c'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous offrir une information libre et indépendante, et des contenus comme celui-ci. Donc n'hésitez pas à nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr. Et tout de suite, je reçois Jean-Marc Sabatier. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Marc. Comment vas-tu déjà ? Très bien, merci, oui. Alors tu es microbiologiste, biologiste cellulaire, directeur de recherche au CNRS ces dernières années. Je m'exprime en mon nom propre. Alors j'allais dire, voilà, ces dernières années, tu t'es beaucoup exprimé en ton nom propre, parce qu'évidemment, tu ne représentes pas l'institution dans laquelle tu travailles. Tu t'exprimes en tant que scientifique, chercheur aussi que tu es, sur les sujets qui ont concerné le Covid, les injections et le jeûne, là, comme je vous le disais juste avant. Voilà, le très bon ouvrage que tu as écrit. On l'abordera dans la deuxième partie de cet entretien. On va commencer sur les sujets qui nous ont occupés pendant de nombreuses années, à savoir le Covid, les injections, les vaccins RNM qui touchent le bétail, etc. Et aussi maintenant autorépliquants pour les humains. Alors avant, on discutait avant tout à l'heure de débuter cette émission parce que les débunkers s'abattent sur toi. Oui. Ils essaient, oui. Ils essaient ils essaient un petit peu de d'écorner un peu ton image par rapport à la crédibilité que tu as. Alors, tu m'as partagé un post que tu as diffusé sur les réseaux sociaux. Alors, on retrouve ce fameux débunker, la tronche en biais. Il y a un site qui s'appelle La Menace Théoriste. Alors tu serais le nouveau danger chef de la complosphère. Alors je vais vous partager l'article parce que je trouve que c'est important et c'est pour ça qu'on l'a titré comme ça cette vidéo. La science censurée. Voilà, on veut à tout prix censurer les chercheurs, faire ce terrorisme intellectuel pour les empêcher d'exprimer une opinion différente. Des recherches, des travaux. Toi, tu sources beaucoup de tes propos. Tu es spécialiste du système rénine-angiotensine, voilà, SRA. D'ailleurs, qu'on a publié dans un précédent Nexus, le numéro 152 mai-juin 2024. Donc c'était celui-ci. Voilà, et on avait publié un article, Le pavé dans la mare, système rénine-angiotensine, dans lequel on avait publié une interview de toi et on avait essayé d'expliquer ce système SRA. Alors, je vais d'abord commencer un peu par débunker le débunker, parce que ça commence à bien faire en fait, de s'attaquer à des gens qui essaient de faire leur boulot honnêtement, comme toi. Alors du labo à l'arnaque. Voilà le titre de l'article de notre cher tronche en biais, le business pseudo-scientifique de Jean-Marc Sabatier, rien que ça. Alors, article rédigé à partir d'une enquête. Alors, on va essayer de comprendre leur enquête, réalisée par Alexander Samuel, Yogina et Laurent Fiori. Moi, je connais pas les deux autres. Alexander Samuel, j'ai débattu avec lui fut un temps. Oui. Moi, il m'a déjà attaqué, en fait. Bon, il doit être payé pour ça. Voilà. C'est toujours les mêmes qui circulent. Leur objectif, en fait, c'est de me faire virer du CNRS. On voit, là, ils ont fait une très belle toile d'araignée, Sabatier au milieu, conspiration website, Spike Protein 5G anti-vax. Alors ouais, lésine pas. Parmi les figures les plus controversées de la désinformation scientifique française apparue durant le Covid-19, Jean-Marc Sabatier incarne une dérive particulièrement inquiétante. Voilà, alors si c'est Jean-Marc Sabatier qui l'inquiète, c'est quand même rigolo. Alors Pfizer et tous les labos pharmaceutiques qui, eux, font beaucoup d'argent en faisant du charlatanisme, ça devrait l'inquiéter encore plus. Donc je continue. Celle d'un chercheur en biologie à l'aura institutionnelle intacte. C'est ça qui les embête. Oui. Malgré une accumulation de manquements éthiques, de conflits d'intérêts flagrants, on en reparlera juste après, et d'activités à la frontière du charlatanisme. Rien que ça. Donc il parle de scientifiques qui réécrit les règles de la science, la descente vers le complotisme. Alors ça, ils sont très très forts dans les slogans. Un réseau d'intérêts troublants. Tiens. Bon, alors tu m'en as parlé tout à l'heure avant le début de l'émission. Qu'est-ce que c'est que cette institution ONIS Vitalité? Alors voilà, il parle de ça.
Il dit en décembre 2023, tu cofondes Onis Vitalité. Non, je ne confonds pas du tout Onis Vitalité. Alors, en fait, ce sont deux personnes qui ont fondé Onis Vitalité, de Réinfo Covid, qui étaient venus me voir pour me demander s'ils pouvaient faire un produit avec mon protocole, c'est-à-dire avec un mélange de produits d'intérêt, par exemple pour le SRA. Et donc j'avais dit oui. Et il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt, j'ai pas de part dans cette société. Mon épouse avait mis 700 € dedans pour avoir 20% des parts, qu'elle n'a plus d'ailleurs, qu'elle a recédé déjà il y a quelques temps, et puis c'est tout. Voilà. Donc vraiment il y a. Ils se sont. Mais bon, ils essaient de ronger un os, donc comme il n'y a rien à ronger. Est-ce qu'ils ont essayé de te contacter pour Non. Mais j'ai déjà été attaqué par Alexander Samuel, parce que lui c'est le Cerbère en fait des autorités sanitaires quelque part. Donc là, je les dérange de plus en plus parce que je parle pas mal donc des effets secondaires des vaccins qui existent. C'est pas une légende. Et puis aussi des nouveaux vaccins entre guillemets, donc ARN messager auto-amplifiant, aussi bien pour les animaux domestiques que pour les animaux d'élevage. Donc ça leur pose un gros problème. Ouais, c'est parce que ta parole quand même, elle était assez libre ces dernières années et tu as alerté beaucoup sur le Covid et le fonctionnement de ce système rénine-angiotensine et son lien avec le développement des maladies. Oui, les pathologies, Covid, Comment fonctionne ce système SRA? Alors, ce système rénine-angiotensine que je connaissais pas en mars 2020. C'est un système que je connaissais pas du tout, donc je l'ai découvert en mars 2020 quand j'ai commencé à m'intéresser de près donc au virus SARS-CoV-2 et j'ai rapidement vu qu'il dérégulait ce système physiologique, qui est un système donc ubiquitaire qu'on retrouve absolument partout sur toutes nos cellules nerveuses, cellules immunitaires, cellules épithéliales, endothéliales, etc., cellules de coupe-fer, histiocytes. Donc on retrouve ce système présent dans tous les types cellulaires. Ce système fait fonctionner nos organes et nos tissus, donc il fait vraiment fonctionner l'organisme. Et donc c'est une cascade de réactions qui implique donc des hormones et qui implique des récepteurs enzymatiques. Voilà. Et ce dont je me suis aperçu très tôt, c'est que le virus SARS-CoV-2 n'était pas directement responsable des pathologies Covid, mais en fait il dérégulait le système rénine-angiotensine qui fait fonctionner le corps humain. Parce que il gêne la dégradation d'une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2, qui est normalement dégradée par le récepteur de ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, sur lequel se fixe la protéine spike virale ou vaccinale, et donc qui entraîne une dérégulation de ce système par un excès de cette hormone, et cette hormone va suractiver son propre récepteur, qui est un récepteur AT1R, qui est très délétère parce qu'il provoque une inflammation, il provoque une vasoconstriction, il stimule l'angiogénèse, il est prothrombotique, prohypoxémique, prohypoxique, il induit une fibrose des tissus, une hypertrophie, une fibrose des organes, une hypertrophie des organes également, et puis fait chuter le monoxyde d'azote. Donc il y a des répercussions très importantes justement sur le corps humain, et donc il est responsable de toutes les pathologies associées ici au Covid, c'est-à-dire pathologies neurodégénératives, cardiovasculaires, gastro-intestinales, et puis il est responsable aussi de l'auto-immunité et des cancers, dont les turbocancers, dont on parle beaucoup. Donc il est impliqué dans énormément de processus physiologiques, ce système. Ah oui, tout à fait. Là, ce que j'ai décrit justement plus récemment, c'est qu'il est responsable, pour moi, de toutes les pathologies, donc toutes les pathologies humaines non génétiques, mais il est également impliqué dans des pathologies humaines génétiques. Pourquoi? Parce qu'il régule la réparation de l'ADN et il est impliqué dans l'activité, par exemple, de la télomérase, qui est une enzyme qui rallonge les télomères et qui donc augmente, en tout cas théoriquement, la longévité. C'est sur l'ADN. Oui, c'est les extrémités en fait des chromosomes qui se raccourcissent en vieillissant. Voilà. Oui, à chaque cycle de division, ils sont raccourcis. Et donc cette enzyme, la télomérase, qui est une ribonucléoprotéine, rallonge en fait les télomères, et donc augmente la longévité. Et comment tu expliques que ce système SRA soit si peu connu des autres scientifiques, des autres chercheurs? Oui, c'est exact. Alors en fait, il y a énormément de données.
sur le SRA, puisque depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a environ 43 000 articles qui concernent de près ou de loin le SRA, et il y a à peu près 10 000 articles qui concernent le récepteur AT1R, à partir de 1991, qui est le récepteur délétère justement de ce système. Et en fait, ce système est extrêmement complexe. Il est difficile à aborder parce qu'il a plein de facettes. Et donc, les gens qui sont spécialisés dans le système rénine-angiotensine, généralement, travaillent dans un domaine très particulier du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire ils abordent vraiment qu'un type cellulaire ou qu'une pathologie et ils n'ont pas vision d'ensemble du système. Ah, donc encore une fois, cette hyper spécialisation qui fait que chacun reste dans son domaine et ne Oui, tout à fait. Dans son ensemble. Si vous voulez, pour imager la chose, c'est que le chercheur qui est spécialisé dans le SRA, qui est généralement un physiologiste, il va avoir le nez sur le tableau, il va pas voir le paysage. Et c'est vrai que le paysage est difficile à voir parce que c'est un système qui est extrêmement complexe. Hein. C'est une vraie usine à gaz. Et il faut se plonger dedans pour en voir en fait. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que toi, du coup, tu t'es intéressé à élargir ton champ d'horizon via ce système SRA pour essayer de comprendre un peu comment il impactait les autres physiologies du corps? Alors, disons que moi, j'ai eu un avantage, disons, par rapport aux autres, c'est que j'ai travaillé dans pas mal de disciplines. Donc, je suis moins pointu qu'un spécialiste d'un domaine, mais par contre, j'ai touché plein de disciplines. J'ai travaillé en virologie, j'ai travaillé en bactériologie, j'ai travaillé en cancérologie, en pharmacologie, enfin, même en physiologie. Ce qui m'a donné un petit peu une vue d'ensemble. Donc moi, quand j'ai abordé l'étude du système rénine-angiotensine, j'ai déjà abordé avec des connaissances de base dans plusieurs disciplines, parce que ce système est vraiment à l'interface de plusieurs disciplines, et c'est pour ça qu'il est difficile à aborder. C'est-à-dire que un immunologiste, il va pas savoir à quoi sert le SRA. Il va pas savoir que la réponse immunitaire est complètement pilotée par le système rénine-angiotensine. Voilà. Je veux dire, un virologue ne va pas connaître aussi le système rénine-angiotensine. Et les physiologistes qui connaissent le système rénine-angiotensine, ils connaissent pas la virologie, ils connaissent pas généralement l'immunologie, donc voilà, chacun son domaine, ce qui fait que c'était quelque chose qui était assez difficile à voir. Donc moi, les pathologies Covid, qui soient responsables des pathologies Covid, ça j'en étais certain au bout de 2 heures d'analyse, mais j'ai mis plus de temps à réaliser qu'il est important pour tout type de pathologie. Et donc, c'est vrai que c'est un pavé dans la mare parce que ça remet en question tous les traitements actuels. Voilà. Que ce soit pour les maladies neurodégénératives, les troubles divers. Enfin, donc, il est autant impliqué dans ces processus physiologiques. Complètement. Oui. Est-ce qu'il y a un domaine qui échappe au système SRA finalement à ma connaissance, non, justement. J'ai essayé de trouver des domaines qui échappent justement au SRA. Et en fait, il n'y a pas de domaine qui échappe au SRA. Il est tout le temps là. Et ce qui m'avait justement interpellé au sujet du système rénine-angiotensine, c'est qu'il est présent non seulement à la surface de toutes les cellules humaines et des mammifères en général, mais il est actif aussi à l'intérieur de la cellule et il est présent sur toutes les membranes cellulaires. Donc toutes les membranes, que ce soit la mitochondrie, les endosomes, les exosomes, les lysosomes, les phagosomes, il est là partout. Et ça m'avait interpellé, même la membrane nucléaire, hein, bien sûr. Et donc ça m'avait interpellé. Et en fait, j'ai réalisé qu'il était partout, justement parce qu'il contrôle tout. Voilà. Donc il a une activité sur lui-même, il a une activité sur les cellules voisines, il a une activité à distance, hein, via la circulation sanguine. Et puis il a une activité intracrine, c'est-à-dire interne. Et il contrôle ce qui se passe dans la cellule, ce qui se passe au niveau des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques. Il contrôle vraiment tout ce qui se passe au niveau d'une cellule et au niveau d'un corps humain, quoi. Pour moi, c'est le système maître du fonctionnement du corps humain. Alors, qu'est-ce qui peut dérégler ce système rénine-angiotensine? Il y a beaucoup de choses. Hein. Quand vous avez des comorbidités, c'est que vous avez déjà une dérégulation du système rénine-angiotensine. Si vous êtes obèse, si vous faites un diabète de type 2, si vous avez une maladie auto-immune, si vous avez un cancer, si vous êtes hypertendu, c'est que vous avez déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Donc il peut être dérégulé par l'environnement, par l'alimentation, par la pollution, par le stress aussi. Le stress l'impacte fortement. Hein. Voilà, donc les métaux lourds, les injections vaccinales. Voilà, j'imagine les injections, parce que tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Covid long et effets indésirables du vaccin chez Très Daniel, où j'imagine... Avec Estelle Fougère, donc journaliste scientifique. Oui.
où tu abordes ces questions-là. Oui. Comment est-ce que les injections ont pu perturber ce système SRA? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que les injections vaccinales, quelles qu'elles soient, elles font produire de la protéine spike. Or, cette protéine spike, elle reconnaît donc un récepteur cellulaire qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et ce récepteur-là, il a une particularité, donc il appartient au système rénine-angiotensine, et il a une particularité, c'est que sa fonction, c'est pas d'être reconnu par la protéine spike, c'est de dégrader une hormone qui est l'angiotensine 2 ou l'angiotensine 1. Elle dégrade les deux. Quand elle dégrade l'angiotensine 2, elle transforme l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et quand elle dégrade l'angiotensine 1, elle la dégrade en angiotensine 1,9. Et ces deux autres hormones, angiotensine 1,7 et angiotensine 1,9, elles font exactement l'inverse du récepteur AT2R, c'est-à-dire elles se fixent sur des récepteurs qui ont une activité bénéfique. Par contre, l'excès d'angiotensine 2 conduit donc à une suractivation d'un récepteur qui s'appelle AT1R qui est très délétère. Et ce qui se passe, c'est que la protéine spike vaccinale, en se fixant sur le récepteur ECA2, elle va gêner donc la dégradation de l'angiotensine 2 qui va se retrouver en excès et qui va suractiver le récepteur. Et c'est pour ça que la protéine spike du vaccin, elle fait la même chose que la protéine spike du virus, elle est capable de suractiver ce système parce que toutes les deux sont capables de reconnaître le récepteur ECA2. Et ça a été décrit, même il y a eu des documents de Pfizer qui montraient que la protéine spike vaccinale, donc issue de la traduction des ARN messagers qui sont présents donc, dans les vaccins comme Comirnaty et Spikevax de Pfizer, BioNTech et de Moderna, était capable de reconnaître le récepteur ECA2. Et donc si le but était bien de soigner les gens, normalement cette protéine spike vaccinale n'aurait jamais dû reconnaître son récepteur. Et ça, je l'avais soulevé dans un article de 2020, donc avant la vaccination, en décembre 2020. J'avais fait un article dans France Info sur les vaccins que je trouverais très bien pour traiter la Covid, sauf qu'ils pouvaient poser des problèmes justement s'ils étaient capables si l'antigène était capable de reconnaître son ou ses récepteurs, et que là, il pouvait y avoir une dérégulation d'un système et que ça pouvait être délétère. Et c'est le cas, en fait. Et est-ce que tu as eu des retours des institutions à l'époque quand tu as publié des informations concernant ce système SRA? Parce que c'est important de le connaître et de le... Oui, il y a très peu de gens qui le connaissent. C'est un système qui est étudié en première année de médecine, à une période où les étudiants en médecine ne sont pas les plus performants, parce qu'en première année de médecine, voilà, on fait un peu du bachotage. Donc, ce système est étudié en première année de médecine, et puis après, il est plus étudié, sauf pour les médecins ou les candidats médecins qui veulent faire une spécialisation en néphrologie, où on leur demande de revoir leur cours de première année sur le système rénine-angiotensine. Donc, juste à la première année, vous ne parlez plus après de ce... Oui. Donc ça laisse peu de place à la compréhension par les médecins de... Moi-même, à un moment, j'ai fait des cours aussi à la fac de médecine en PCL2 il y a pratiquement 25 ans de ça. Et puis j'étais responsable aussi d'un UV dans un DEA de neurosciences, où il y avait beaucoup de médecins, d'internes en médecine justement. Parce que les internes en médecine, pour devenir chef de service, ils ont besoin d'avoir un DEA. Donc dans ce cadre-là, on en avait reçu au laboratoire, puisque le directeur de mon laboratoire à l'époque était président d'un CNU, donc qui nomme les professeurs à la faculté de médecine. Est-ce que tu travailles avec des confrères sur ce SRA? Est-ce que tu continues de faire des recherches sur ce système, et avec qui est-ce que tu peux travailler? Est-ce que c'est des chercheurs français? Est-ce que des chercheurs internationaux t'aident dans ce domaine-là? Ou est-ce que tu travailles tout seul? Oui, je suis aidé, disons que j'ai des collaborations internationales, souvent avec des anciens étudiants à moi, qui sont profs d'université maintenant, soit au Liban, soit en Tunisie, voilà. Et puis je travaille aussi avec les collaborateurs chinois, qui sont les deux directeurs du laboratoire d'État de virologie à Wuhan, justement. Et qui sont co-signataires du premier article, enfin de plusieurs articles, dont le premier article qui mettait en évidence en fait un dérèglement du système rénine-angiotensine induit par la protéine spike. Ouais. C'est un peu l'ironie de l'histoire là, que tu bosses avec des gens qui sont à Wuhan. Oui. Sachant qu'on soupçonne très fortement, maintenant c'est officiel, que le virus viendrait du labo P4. Oui, ça c'est la version officielle. Qu'est-ce que tu penses toi de cette version? Parce qu'à la base, elle était contestée. On était complotiste de dire que ça viendrait du labo P4, maintenant c'est devenu officiel. Disons que ce qui est clair, ce qui a toujours été clair pour moi, c'est que c'est un virus gain de fonction.
C'est-à-dire que le SARS-CoV-2, il y a tout qui montre que c'est un virus issu de gain de fonction. Alors quand on dit gain de fonction, c'est-à-dire de manipulation humaine. De manipulation humaine, voilà. C'est pas donc un virus qui est naturel. Hein. C'est à cause de ce, il a été trafiqué. Site Furine, c'est ça, ce fameux site? Ah ben il y a plein de choses qui montrent qu'il a été trafiqué. Comme quoi, par exemple? Alors par exemple, il a effectivement entre les régions S1 et S2, il a un site Furine. Alors des virus de la famille des sarbecovirus comme le SARS-CoV-2 n'ont pas de site Furine. Alors il y a des coronavirus qui peuvent avoir des sites Furine, mais celui-là est très particulier. Un site Furine, pour les auditeurs, c'est un site qui va être reconnu par une enzyme qui s'appelle la furine. Mmh. La furine, c'est une espèce de paire de ciseaux qui vient découper un collier de perles si on considère que la protéine spike est justement un collier de perles. Et ce que reconnaît donc cette enzyme, la furine, elle reconnaît un motif particulier au sein d'une protéine. C'est-à-dire qu'elle va reconnaître 4 perles au sein d'un collier de perles. Et ces perles sont bien établies. Hein. Le motif qui est reconnu, c'est R, c'est-à-dire un résidu d'arginine. Après, c'est X, c'est-à-dire un acide aminé quelconque. Et après, c'est soit une lysine, soit une arginine, donc soit K ou R, qui sont des acides aminés basiques. Et après, la 4e perle, c'est un R, c'est une arginine. Donc le motif reconnu, c'est R, X, K ou R et R. Et là, le motif qui est présent donc dans la protéine spike, c'est un motif tout à fait atypique, c'est un motif qui est reconnu par la furine, mais qui n'est pas une séquence consensus de la furine. C'est un motif qui est P, R, R, A, R, et puis après il y a SV. Donc le motif, c'est P, R, R, A, R, SV. Donc il y a une proline, il y a une arginine, une alanine, une arginine, une sérine et une valine. Et il y a un brevet qui a été déposé par Moderna. Il a été interviewé d'ailleurs le patron de Moderna. Oui, 3 ans Bancel, avant. Oui, en 2017. En 2017. 16-2017. Oui, c'était en fait, oui, c'était. Il a été accepté en 2017 parce qu'il y a 1 an et demi de battement quand on dépose un brevet. Donc on trouve cette séquence. On Moderna. retrouve cette séquence à 100%. Ils ont breveté 19 nucléotides qui se retrouvent à 100%. Donc dans la protéine spike du SARS-CoV-2. Oui. Quelle est la probabilité que la nature amène à ce qu'on retrouve un brevet humain dans un virus soi-disant naturel? Eh ben, si vous voulez, à chaque perle, vous avez une chance sur 20 parce qu'il y a 20 acides aminés naturels. Donc, à chaque fois, en fonction du nombre de perles, ça va être 20 fois 20 fois 20. Ah, donc c'est 20 fois 20, oui. 19 fois d'affilée. Oui, si on regarde au niveau statistique. Ouais, donc mais disons que là, justement, ce site furine ne se retrouve pas dans d'autres microbes. Donc, ce qui est étonnant, c'est que Moderna l'ait breveté en 2017. Enfin, que le brevet soit passé en 2017. Ça, c'est vraiment surprenant. Et à quoi Et là, la furine coupe. Généralement, dans le motif classique, elle coupe après les 2 arginines, après les 2 R. Et là, elle coupe après le R qui se situe après le A. Donc, c'est la séquence AR. Et il y a un clivage entre le AR et le SV. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, dans cette protéine spike, il y a plusieurs choses. Il y a également un adhésiotope. C'est une région RGD. RGD, c'est arginine, glycine, acide aspartique. Alors, ça parlera pas aux auditeurs, mais disons que c'est 3 perles du collier. Donc, si vous estimez que la protéine spike, c'est un collier de 1273 perles, justement, vous avez 3 perles qui se suivent, qui se trouvent au niveau du RBD, c'est-à-dire du domaine de fixation de la protéine spike sur le récepteur ECA2. Et ces 3 acides aminés consécutifs sont connus pour faire partie de molécules, de protéines, qui sont des protéines de la matrice extracellulaire. Dans les protéines de la matrice extracellulaire, vous avez le collagène, la laminine, la vitronectine, la fibronectine, etc. Et ce qui est connu, c'est que ça confère aux molécules qui ont ces motifs RGD, ça leur confère une possibilité, une reconnaissance d'intégrines membranaires. Alors les intégrines membranaires, ce sont des récepteurs qui sont à la surface des cellules. Il y a toute une famille. Il y a deux sous-unités, alpha, bêta, et qui s'associent. Il existe une multitude de sous-unités alpha, une multitude de sous-unités bêta, et leur association leur confère une spécificité. Et ce qu'on sait, c'est que la protéine spike du SARS-CoV-2, via justement son motif RGD, est capable de reconnaître plusieurs intégrines membranaires, dont une qui s'appelle alpha-V bêta-3, une autre qui s'appelle alpha-5 bêta-1. Et donc, ça a un effet très délétère parce que ça va activer
pour l'une le système Caspase 8, pour l'autre le système Caspase 9, et les deux se rejoignent pour activer un système Caspase 3 qui en fait lance l'apoptose cellulaire, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Donc c'est grave parce que la présence de ce motif peut entraîner en fait des apoptoses cellulaires. Donc on voit que c'est problématique. En plus, il y a 4 domaines au niveau de la protéine spike qui sont homologues à la glycoprotéine d'enveloppe du virus VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine. Monsieur Montagnier, le professeur Montagnier, oui, avait repris en fait des travaux qui avaient été publiés par des bioinformaticiens indiens, qui avaient soulevé justement des homologies structurales entre la GP120 du VIH et la protéine spike du SARS-CoV-2. Donc ils avaient identifié donc 4 domaines. Moi j'avais regardé ces domaines de près. En fait, il y en a 2 qui sont significatifs, les 2 autres sont pas significatifs. Ce sont des domaines additionnels, c'est-à-dire c'est pas issu d'une substitution d'un domaine par un autre, mais c'est une addition. Donc ces protéines spike sont plus longues. Par contre, dans cet article, il montrait que ces domaines de protéines commun entre la protéine spike du SARS-CoV-2 et la GP120 du VIH1 ne se retrouvait pas dans les protéines spike qui avaient été caractérisées à partir de coronavirus de chauve-souris. Ouais. Ils en avaient cité, je crois, une trentaine à peu près, et on le retrouvait pas. Moi, je suis allé chercher dans les banques de données, et par contre, j'ai retrouvé une protéine spike de coronavirus qui était décrite comme un coronavirus de chauve-souris, donc naturel, qui avait déjà 2 de ces sites. Ça veut dire que s'il y en a 2, il peut y en avoir 4. Et donc, l'addition de ces sites n'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que si 2 de ces sites existent effectivement dans une protéine spike d'un coronavirus de chauve-souris, coronavirus naturel de chauve-souris, à ce moment-là, il pourrait y en avoir 4. Mais ça résulte peut-être d'un gain de fonction. Et c'est probable aussi. Donc voilà. ça vient rajouter au soupçon très fortement probable d'une manipulation humaine, enfin d'une ingénierie oui, tout génétique. À fait. Tout à fait. D'autant plus qu'on peut reconstituer des virus, et quand on analyse le génome du SARS-CoV-2, notamment les sites restrictase, qui sont des sites qui coupent au niveau des acides nucléiques, au niveau justement donc des ADN, on voit que ça correspond à un virus qui a été reconstitué en laboratoire. Voilà. Alors, donc, il y a absolument toutes les données qui montrent que c'est un virus qui a été trafiqué, c'est un gain de fonction. Est-ce que pour toi, du coup, ça rend la piste du labo P4 de Wuhan plus crédible, voire exclusive sur ce SARS-CoV-2? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont pas nettes. Déjà, on sait que Obama, en 2014, avait interdit les gains de fonction. Et ces gains de fonction ont été rétablis par l'administration Trump en décembre 2017. Et 4 mois après, il y avait le financement d'un programme qui s'appelle Diffuse, qui est un programme qui avait été soumis par Peter Daszak de EcoHealth Alliance et qui impliquait donc 2 laboratoires, l'Institut de virologie de Wuhan, en la personne de Shi Zhengli, qui est la sous-directrice du laboratoire P4 de l'Institut de virologie, et puis Ralph Baric, qui est un professeur de virologie de l'Université de Caroline du Nord. Et donc, on sait qu'ils avaient demandé un financement de ce programme, et dans ce financement de programme, ils doivent décrire ce qu'ils vont faire, et ils ont décrit l'insertion d'un site furine dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Donc déjà, voilà. Bon. Et ce programme avait été soumis déjà en 2018, il avait été refusé, et il a été accepté donc avec le rétablissement justement des gains de fonction par Trump. Parce que ça a été refusé par la DARPA. La DARPA n'avait pas le droit de travailler dessus parce qu'il finance des programmes militaires. Par contre, ça avait été financé par une des 27 agences du NIH, qui est le NIAID, qui est donc l'agence des allergies, des maladies infectieuses, qui était dirigée par Fauci. Voilà. Et on sait même que ce programme a coûté 14,2 millions de dollars. Et si vous voyez la couverture de ce programme, vous voyez des hommes en armes avec des chauves-souris. Ce qu'on sait aussi, c'est que il y a eu énormément de commandes qui ont été faites donc par Moderna
par Pfizer, donc avant la pandémie. Il y a même eu un programme qui s'appelle Event 201, qui était une répétition en fait de la pandémie de quelques 2019. mois avant. Donc il y a beaucoup de choses qui montrent que les États-Unis ils sont pas nets dedans. Hein. Je veux dire parce que le financement est américain, le programme initialement vient des États-Unis. Il y a un brevet de Moderna sur un site urine atypique qu'on retrouve dans le SARS-CoV-2. Donc tout semble montrer que la pandémie était préméditée. Et donc, à partir du moment où c'était prémédité, s'il y a eu une fuite à l'Institut de virologie de Wuhan, cette fuite a peut-être été organisée, et peut-être été organisée de l'étranger. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de points. Donc, maintenant, effectivement, ils disent que ça vient de là-bas, mais quand on voit que l'origine est américaine, on peut se poser des questions, hein, parce que c'est couplé à d'autres programmes, hein, parce qu'après, il y a un programme qui s'appelle Warp Speed, qui est justement le lancé par vaccin, Trump, le vaccin entre guillemets à ARN messager, et puis c'est couplé à un autre programme qui s'appelle MK Ultra de Psyops. Voilà. Ça c'est plus vieux, ça, MK Ultra. Oui, c'est vieux. Oui, je crois que c'est des années 60 ou 50. C'est ça, en pleine guerre froide. Oui, ça ressemble à une grosse opération psychologique, ce qu'on a vécu, hein, pour nous faire rentrer en guerre contre ce virus, et contraindre les citoyens à la privation de liberté. Oui, tout à fait. Oui. Et aussi, c'est une attaque contre notre santé, parce que finalement, qu'on ait été injecté ou pas, beaucoup de gens ont été en contact avec le SARS-CoV-2. Qui n'a pas été en contact avec le SARS-CoV-2 Oui, finalement? tout à fait, oui. Quasiment tout le monde, soit en ayant fait des formes bénignes, soit des formes plus graves. Bon, ceux qui ont été injectés, il y avait aussi la transmission par le shedding. Hein, oui. Donc en fait, tout le monde a été en contact avec cette protéine spike. Oui, tout à fait, oui. Donc notre système SRA était quand même assez malmené. Oui, là c'est sûr que ça le dérégule. Et c'est pour ça qu'on voit une explosion de tas de pathologies. On voit énormément de Covid long. Hein. Les Covid longs, c'est plus de 2 millions de personnes en France. Hein. On en parle justement dans ce numéro. Alors on estime qu'il y a un entretien plus de 34 millions en Europe. On était à 65 millions je veux dire dans le monde, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. Hein. Mais donc c'est des personnes qui ont, parce que ceux qui ont des Covid longs, finalement, c'est des personnes qui ont un système SRA qui va être plus faible que celui des autres, et du coup ils vont avoir une sorte de maladie chronique qui revient. Oui, alors le Covid long, ça peut être plusieurs choses. Bon, c'est dû à un dérèglement du système rénine-angiotensine, mais le Covid long, en fait, ce sont des pathologies Covid qui perdurent et qui peuvent être issues soit de l'infection naturelle, soit de l'injection vaccinale. Hein, parce que selon les associations de Covid long, il y aura à peu près une personne sur deux qui aura un Covid long suite à une injection vaccinale. Parce que cette injection vaccinale dérégule le système rénine-angiotensine, parce qu'elle fait produire énormément de protéines spike. Bon, pour rappel, pour les formes adultes des injections vaccinales, Comirnaty et Spikevax, donc Comirnaty c'est pour le Pfizer-BioNTech, Spikevax c'est le Moderna, on injecte quand même 30 microgrammes d'ARN messager pour le Comirnaty. Ça correspond à 14 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est énorme. Donc vous voyez la production, avec la traduction de ces ARN messagers, voilà, la quantité de protéines spike que ça peut produire. Et pour le Spikevax de Moderna, on injecte 100 microgrammes, ce qui correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est encore beaucoup plus. Donc on comprend bien pourquoi, avec toutes ces protéines spike, on peut déréguler le système rénine-angiotensine. Alors, donc on peut avoir un Covid long, donc qui est issu justement donc d'une infection au SARS-CoV-2 ou d'une injection vaccinale, mais on peut aussi avoir une réactivation de microbes dormants. Par exemple, Epstein-Barr. Souvent, ce sont des virus de la famille de herpès. Hein. Donc, ça peut être Epstein-Barr, ça peut être des agents qui provoquent Lyme, par exemple, hein, comme Borrelia ou Babesia. Hein. Donc, c'est soit une bactérie spirochète, soit un parasite protozoaire. Ça peut réactiver différents types de virus, des cytomégalovirus, etc. Ça peut réactiver varicella zoster. C'est pour ça qu'on voit souvent justement des pathologies avec comme la varicelle, enfin un zona qui ressort justement parce qu'on a réactivé des microbes dormants. Ça, c'est dû à l'hyperinflammation. Une hyperinflammation qui a lieu soit avec l'injection vaccinale, soit justement avec l'infection par le virus. Alors comment déjà,
Est-ce qu'on peut en guérir? J'ai envie de dire, bah oui, bon, on a titré le dernier Nexus, nous pouvons en guérir. Comment en guérir de ces Covid longs, de ces contaminations vaccinales, de ces effets secondaires? Et je précise, désolé de vous déranger. Parce Lazare est là avec nous. Il y a eu certains retours des gens qui aimeraient avoir des questions-réponses. Je veux pas vous déranger, mais il y a une question qui revient. C'est laquelle? Est-ce qu'on peut se débarrasser de la protéine spike, enfin de cette protéine spike qui est induite par le vaccin? Alors double question, est-ce qu'on peut se débarrasser de cette protéine spike et comment guérir de ces pathologies Covid long et de ces effets secondaires? Oui, alors de la protéine spike, alors c'est une question qui est délicate parce que à l'heure actuelle, on pense effectivement qu'il y a une intégration de l'information en fait génétique qui est portée donc soit par le virus, soit par l'ARN vaccinal. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir, par exemple, à partir de l'ARN messager vaccinal, une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie de l'ARN en ADN, puis une intégration de l'ADN double brin dans le génome humain. Donc il y a des données in vitro qui montrent que c'est possible et on est équipé, l'organisme humain est équipé pour le faire. On a notamment un système qui s'appelle Line1 qui est capable de faire une rétrotranscription et une intégration en fait de l'information ce qu'on nous avait génétique dit impossible. Ce qu'on nous avait dit impossible. Oui, au départ. Voilà. Notamment, il y a Alexandra Orion-Côte qui en avait beaucoup parlé au départ. Donc, effectivement, c'est possible. Ça a été démontré sur des tas de souches cellulaires. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il pourrait même être intégré dans l'ADN mitochondrial. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Voilà. Et il y a des données qui iraient aussi qui ne sont pas publiées, mais qui iraient dans ce sens. Alors, ça veut dire que se débarrasser de la protéine spike, oui, avec le temps, on peut s'en débarrasser, mais je dois signaler que là, on en est à 2 ans et demi de protéines spike détectables après une injection vaccinale. Ça veut dire qu'il y a des ARN messagers qui sont encore là, encore actifs, en tout cas qui a pu avoir une intégration et puis après une transcription du gène en fait qui va coder pour la protéine spike et puis donc une traduction des ARN messagers pour obtenir de la protéine spike parce qu'elle est détectable jusqu'à 2 ans et demi après l'injection vaccinale. Et ça, c'est pas normal, hein, voilà. Comment on peut faire en sorte de s'en débarrasser ou de prendre, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à faire pour aider le corps à expulser? Oui, il faut soigner son système rénine-angiotensine. Donc la molécule, à mon avis, la plus protectrice pour éviter justement ces effets délétères des injections vaccinales et du virus, c'est la vitamine D qui va être extrêmement importante parce qu'elle agit tout en amont du système rénine-angiotensine et elle le freine. Donc la protéine spike suractive le système rénine-angiotensine et la vitamine D le freine. Donc elle s'oppose à l'action délétère justement de la protéine spike. C'est pour ça que c'est très important. Peut-être pour ça que Karine Lacombe nous avait dit la vitamine D, ça sert à rien. Oui. Le problème, c'est que soit ils savent pas ce que fait la vitamine D, soit ils veulent pas en entendre parler. Parce que la vitamine D a été classée comme perturbateur endocrinien. Or, c'est son mode d'action. Un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui va modifier la balance hormonale. Mais c'est le mode d'action de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est même pas une vitamine, c'est une pro-hormone psychostéroïde. Elle agit, en fait, sur les hormones. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est son mode d'action. Donc un perturbateur endocrinien n'est pas forcément négatif. Ah ben non, mais c'est la vitamine D, en tout cas. Ils l'ont appelé perturbateur endocrinien, mais c'est pas du tout un perturbateur endocrinien. Ça modifie la balance hormonale, mais les effets sont bénéfiques. C'est ça. Et il y a une connotation négative dans perturbateur endocrinien. C'est quelque chose qui dérègle l'organisme, qui a un effet néfaste. Et là, c'est vraiment pas le cas. C'est un effet très bénéfique. C'est un peu ballot, parce qu'en plus, apparemment, on est à 80% en France carencé en vitamine D. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça qu'il faut une supplémentation en vitamine D, qui va dépendre du poids, hein. Voilà, donc en général, pour une personne de 70 kilos, il faut à peu près 4008 de vitamine D, ça fait 100 microgrammes, hein, parce qu'un microgramme, ça fait 48. Après, ça dépend du poids. Si on fait 100 kilos, ça sera plutôt du 8000 à 10008 journaliers, hein. Puisque quand on est obèse, en fait, la vitamine D, comme les vitamines A, D, E, K, elle est lipophile, et donc elle est piégée par
par les adipocytes, et donc elle est neutralisée, son action est neutralisée dans les adipocytes. Mais il faut aussi, parallèlement à la prise de vitamine D, il faut aussi prendre du magnésium. Pourquoi? Alors il faut prendre du magnésium parce que la vitamine D qu'on prend, donc le cholécalciférol, donc la vitamine D3, ou l'ergocalciférol, la vitamine D2, celle qu'on trouve chez les mammifères pour la D3 et dans les plantes et certains champignons pour la D2, en fait ce sont des molécules qui sont inactives. C'est-à-dire que quand on prend de la vitamine D, en fait, c'est inactif. Et cette vitamine D a besoin d'être métabolisée pour devenir active. Et elle doit être métabolisée dans le foie, puis dans les reins. Puisque dans le foie, on a une enzyme qui est une 25-hydroxylase qui transforme la vitamine D3 ou D2 donc en 25-hydroxyvitamine D, qui est le calcidiol. Et puis après, ce calcidiol, qui est la forme circulante de la vitamine D dans le sang, mais qui est aussi une forme inactive de la vitamine D, doit migrer dans le rein. Et dans le rein, il y a une autre enzyme qui est une alpha-hydroxylase qui transforme le calcidiol en calcitriol, qui est la alpha 25-dihydroxyvitamine D3. Et là, la molécule est active. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a vraiment des problèmes, quand on a par exemple une atteinte hépatique importante et qu'on n'est pas capable de transformer la vitamine D3 en calcidiol, à ce moment-là, on peut prendre du dédrogil, qui est déjà du calcidiol. Et l'avantage du calcidiol, c'est qu'il est très puissant et il peut être utilisé directement par les cellules du système immunitaire et donc faire fonctionner le système immunitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D est le carburant des cellules, de toutes les cellules. Toutes les cellules ont des récepteurs à la vitamine D, des récepteurs VDR, qui sont situés au niveau du noyau cellulaire et non pas au niveau de la membrane plasmique. Et donc, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que cette vitamine D, elle agit sur nos gènes. C'est-à-dire, elle a une activité directement dans le noyau cellulaire et elle va activer ou réprimer des gènes. Et le nombre de gènes qu'elle va activer va complètement dépendre de votre taux plasmatique de vitamine D. C'est pour ça qu'il faut avoir un taux plasmatique idéal entre 50 et 80 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Et on peut monter jusqu'à 100 nanogrammes de calcidiol par millilitre sans problème. Le début de la toxicité de la vitamine D, le début des effets secondaires, il est au-delà de 150 nanogrammes de calcidiol par ml. Mais si vous prenez de la vitamine K2 avec, qui est recommandée, à ce moment-là, vous n'avez plus du tout d'effets secondaires possibles de la vitamine D, puisque les effets secondaires de la vitamine D, ça va être un dépôt de calcium sur les tissus mous ou l'apparition de calcul au rein. Et la vitamine K2, en fait, comme son nom l'indique pas, gère les dépôts de calcium en fait sur les tissus mous et donc empêche des dépôts de calcium sur les tissus mous. C'est pour ça que souvent sur les compléments alimentaires de vitamine D, c'est associé à la K2. Oui, c'est ça. On voit la combinaison des deux, oui. Mais il faut être un sacré chimiste pour comprendre tout ça. Non, faut Parce que les médecins ne nous expliquent pas. Oui, il faut voir les articles scientifiques. Et quand souvent, justement, on attaque les personnes qui décrivent des effets secondaires des vaccins anti-Covid, justement d'anti-science, de rester à l'âge de pierre de la science. C'est complètement l'inverse. On en parlait tout à l'heure de notre cher Tronchambier. Parce que toutes les données scientifiques montrent le contraire. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais fallu utiliser des ARN messagers pour faire de la vaccination de masse, puisque tous les essais qui ont été réalisés sur des animaux, etc., montraient que ça marchait pas. Donc tout montre que ça marche pas. Et même les dérivés, le dérivé de nucléotide qui a été utilisé dans les ARN messagers de Pfizer ou de Moderna, qui est le dérivé méthyl-1-pseudouridine, on sait qu'il marche pas et qui conduit à la production justement de protéines inconnues. Et donc là, c'est grave, c'est-à-dire qu'on vous injecte un produit qui est censé vous faire produire de la protéine spike, et parallèlement à la protéine spike, vous produisez tout un tas de protéines inconnues qui peuvent elles-mêmes stimuler le système immunitaire et être à l'origine de pathologies auto-immunes ou de cancer. Donc, parce qu'il est bien prouvé que cette méthyl-1-pseudouridine est problématique parce qu'elle entraîne un décalage du cadre de lecture par les ribosomes, un décalage de +1. Ça a été publié le 6 décembre 2023 dans Nature. Et malgré tout ça, on continue les injections vaccinales, on recommande encore ces injections vaccinales, alors que tout montre qu'il faudrait tout arrêter. Normalement, la publication de cet article aurait dû tout arrêter, et même les méthyl-1-pseudouridine n'auraient jamais dû être utilisés, parce qu'il était décrit depuis plus de 10 ans qu'il y avait un problème justement avec ces dérivés. Et ça a été démontré de façon formelle. Alors, les dérivés pseudouridine existent naturellement. On peut retrouver des dérivés pseudouridine naturellement. On les retrouve dans les ARN ribosomaux. Et on peut les retrouver aussi dans les ARN de transfert des archées.
Les archées sont des espèces de microbes méthanogènes, justement, qui sont responsables du côlon irritable, hein, puisqu'ils récupèrent l'hydrogène de la dégradation du glucose pour former du méthane, et quand il y a trop de méthane, on a un côlon irritable. Hein, voilà. Donc c'est une pullulation en fait de ces archées dans les intestins. Voilà. Donc en plus, on sait que le dérivé méthyl-1-pseudogridine inhibe une protéine kinase R, qui fait partie des systèmes de défense de notre organisme. C'est-à-dire que l'utilisation de ce dérivé nous met en immunodéficience. Pourquoi? C'est parce qu'elle inhibe la protéine kinase R, et la fonction de cette protéine kinase R, c'est justement de bloquer la traduction, la transcription des gènes et donc la production des protéines, parce que quand ce système est activé, justement par un virus comme le SARS-CoV-2, à ce moment-là, quand ce système est activé, la cellule sait qu'elle est hackée par un microbe et elle bloque justement la transcription des gènes pour pas qu'il y ait des protéines fabriquées, parce qu'elle sait que les protéines qui vont être fabriquées vont être des protéines microbiennes, et ça va bloquer aussi la mitose, c'est-à-dire la multiplication cellulaire. Donc on voit qu'il y a des tas de... Et on le retrouve ailleurs, ce dérivé dont tu parles? Oui, on le retrouve. Alors, on le retrouve ailleurs. On le retrouve dans les vaccins Comirnaty et Spikevax, hein, ARN messager, ceux qui ont été largement utilisés. On le retrouve également dans le vaccin ARN messager auto-amplifiant SEBA. Alors, ils décrivent pas justement le dérivé méthylène-pseudouridine. Par contre, ils parlent d'un nucléoside modifié. Et comme il a été autorisé il y a 2 ans, il est presque certain que ce soit ce dérivé qui est utilisé. Alors le vaccin SEBA, donc c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui est contre la grippe aviaire. Hein. C'est contre c'est la nouveauté. C'est pas la protéine spike, l'antigène, mais c'est l'hémagglutinin H5, et c'est pour lutter justement contre la grippe aviaire, c'est-à-dire le H5N8. Et il a été utilisé pour vacciner près de 30 millions de canards, hein, parce qu'il y a 62 millions de canards qui ont été vaccinés, dont plus de la moitié avec un vaccin à microbes inactivés, et l'autre justement avec cet ARN messager auto-amplifiant. Voilà. Et dedans, ils ont utilisé comme adjuvant des nanoparticules d'oxyde de fer et du squalène. Hein, qui est en plus thermorésistant. Voilà. Oui, donc c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce qu'on a fait un gros dossier dans le numéro 155 de Nexus, novembre-décembre 2024, vaccination animale, de la seringue à votre assiette, et on se pose la question des retombées alimentaires, parce que comme tu dis, il y a du squalène, donc même la cuisson ne détruit pas, ne dégrade pas suffisamment ces bouts d'ARN. Alors, généralement, un ARN est thermosensible, c'est-à-dire il est dégradé par la température. En général, il est dégradé à partir de 65 degrés. Il commence à se dégrader à 65 degrés. Mais on connaît des ARN qui sont stables à 100 degrés pendant 10 minutes, qui sont stables à 80 degrés pendant 65 heures. En fait, la stabilité de l'ARN messager, elle va dépendre de sa structure, c'est-à-dire de sa structure chimique. Plus il est court, plus il est stable, et plus il est capable de s'apparier par zone, et plus il va être stable. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il peut être thermorésistant. En plus, ce qui se passe, c'est que dans ces vaccins ARN messagers auto-amplifiants ou conventionnels, vaccins entre guillemets, hein, parce qu'en fait ce ne sont pas des vaccins. C'est des injections. Ce sont des injections, hein, ce ne sont même pas des thérapies géniques, parce que thérapie ça soigne, et là c'est pas le cas. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il y a une espèce de gang qui est utilisé, par exemple dans les vaccins actuels ARN messagers conventionnels. Généralement, comme adjuvant, on utilise des nanoparticules lipidiques, hein, sauf dans le SEBA où il y a justement cet oxyde de fer et le squalène. On utilise généralement des nanoparticules lipidiques. Alors, dans ces nanoparticules lipidiques, vous avez des phospholipides, vous avez du cholestérol, des lipides pégylés et des lipides cationiques. Alors, en fait, à quoi servent ces nanoparticules lipidiques qui, en elles-mêmes, sont déjà délétères, hein, c'est déjà décrit, elles sont déjà toxiques. Donc, on les utilise parallèlement déjà l'ARN messager qui, lui, fait produire une protéine toxique, hein,
Ça pose déjà des problèmes. Alors, c'est toxique, c'est capté par des tas d'organes. On sait que c'est notamment fortement capté par les organes reproducteurs. C'est capté un petit peu partout, les organes lymphoïdes. Voilà, donc on n'aurait pas dû les utiliser. Et actuellement, on les utilise, je veux dire, à grande échelle. Alors, ces nanoparticules lipidiques, elles servent à quelque chose. Elles servent déjà à protéger l'ARN messager de la dégradation par des RNases. C'est-à-dire qu'il y a des enzymes qui circulent et qui dégradent les ARN. Les ARN messagers, donc, sont dégradés par ces enzymes. Donc, ça les protège des RNases parce que les ARN messagers sont encapsulés et donc sont pas visibles des RNases en partie, parce qu'elles sont encapsulées dans ces nanoparticules lipidiques. Et aussi, ça protège les ARN qui sont hyper inflammatoires. Et ça les rend aussi moins visibles au niveau du système immunitaire, et ça stimule moins donc l'immunité innée. Mais comment après cette capsule lipidique, elle alors permet justement, à l'ARN de fonctionner comme cette capsule est lipidique, les lipides cationiques qui sont chargés positivement, qui sont basiques, forment des ponts salins avec les phosphates justement des ARN messagers, parce que les ARN messagers, ce sont des polymères de nucléotides. Et les nucléotides, c'est AUGC, ou ATGC si c'est de l'ADN, enfin là en l'occurrence c'est de l'ARN, donc c'est AUGC, et il se forme des couples entre C et G, et A et U. Voilà, donc justement il se forme des couples, donc ça protège en fait de la dégradation par les RNases, et ces nucléotides qui constituent donc le polymère qui est en fait l'ARN messager. Donc ce polymère, ça va être les nucléotides. Les nucléotides, c'est constitué d'une base, du ribose et d'un phosphate. Le phosphate, c'est chargé négativement. Donc ça forme des ponts salins, justement, avec les lipides cationiques. Et donc ça rend l'ARN moins inflammatoire. Et ça permet de vectoriser, justement, parce que cette gangue est lipophile, donc elle aime les lipides, ça permet justement de faire rentrer les ARN messagers dans la cellule. Voilà, parce que naturellement, ils ne pourraient pas rentrer, parce qu'ils sont chargés négativement. Ce sont des polyanions, ils sont très acides, et ils ne sont pas capables de franchir la barrière plasmique, en fait, la membrane plasmique, parce que ce sont des phospholipides, et ils ont aussi des têtes qui sont chargées négativement, et du coup, ça se repousse. Ouais. Donc, il faut absolument les vectoriser à l'intérieur de la cellule. C'est à ça que servent les nanoparticules lipidiques, en plus de les protéger contre la dégradation. Et à les protéger aussi d'une hyperstimulation par la reconnaissance justement de ces ARN messagers par l'immunité innée. Donc ces capsules lipidiques, c'est comme des boucliers pour protéger cet ARN, et en plus ça leur permet de pénétrer dans la cellule humaine. Tout à fait. Alors quand on les utilise par exemple pour des vaccins ARN messagers, auto-amplifiants ou non, pour la médecine vétérinaire, c'est problématique parce que cette gangue lipidique, elle peut aussi protéger les ARN messagers de la dégradation par la chaleur, et aussi de la dégradation dans l'estomac, puisque quand on mange par exemple de la viande de canard, elle atterrit dans l'estomac, le pH dans l'estomac il varie de 1 à 3, il peut monter jusqu'à 4 en phase jeune, pas pour le dégrader. Et donc ces ARN messagers peuvent être protégés justement par cette gangue. Alors juste pour bien comprendre, parce que normalement quand cette capsule lipidique avec l'ARN quand on vaccine les animaux, les canards, ça va rentrer dans leurs cellules. Du coup, l'ARN rentre dans les cellules sans la capsule lipidique. Donc après, quand on consomme l'animal, la capsule lipidique n'entoure plus l'ARN. Donc l'ARN n'est plus protégé par cette capsule quand on consomme la chair. Donc on est censé ne plus... Ah oui, tout à fait. D'autant plus que quand on mange, par exemple, de la viande de canard, quand on va manger cette viande, bon, qu'elle soit chauffée ou plus ou moins ou pas chauffée, on peut avoir donc de l'ARN messager fonctionnel, auto-amplifiant, et il va être au contact de nos muqueuses buccales, au niveau du pharynx, au niveau de l'œsophage, avant d'arriver en pH acide dans l'estomac, il va être au contact de nos muqueuses. Et là, il va pouvoir être transmis. Et alors, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un complexe réplicase fonctionnel. Parce que ces ARN messagers auto-amplifiants, ils ont la particularité par rapport à des ARN messagers conventionnels d'avoir un complexe réplicase. Le complexe réplicase, c'est un complexe qui provient d'un autre virus. C'est soit un alphavirus, soit un flavivirus.
généralement, ils ont choisi les alphavirus. Il y a 3 classes d'alphavirus qui sont utilisées. Le virus INBIS, le virus de la forêt de Semliki et le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et c'est ce dernier qui a été choisi pour justement être utilisé dans tous les vaccins, entre guillemets, ARN messager auto-amplifiant. C'est celui qu'on retrouve justement, par exemple, dans le vaccin de Ceva, hein, qui est le Response AI H5, qui s'appelle, qui est un vaccin ARN messager auto-amplifiant. C'est également ce complexe réplicase qu'on retrouve dans les particules d'ARN, justement, qui sont de la plateforme, d'une plateforme qui est développée par Merck Animal Health. Hein, c'est une plateforme donc qui est utilisée et qui utilise un virus de l'encéphalite équine vénézuélienne qui a été donc atténué. Il reconstitue donc l'ARN codant en fait pour ce virus plus il rajoute en fait l'ARN qui va coder pour l'antigène qui est sélectionné. Ça peut être l'antigène H3, par exemple pour la grippe canine, ça peut être le H5 pour la grippe aviaire, etc. Ils injectent tout ça dans des cellules véro, hein, et à ce moment-là, ils produisent des particules donc d'ARN. Et la particularité donc de ce complexe réplicase qui provient d'un virus, c'est que c'est un ensemble de 4 protéines, NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, qui agissent de concert et qui sont capables de refabriquer de l'ARN messager auto-amplifiant à partir de l'ARN messager auto-amplifiant dont ils sont issus. C'est-à-dire que quand on vous injecte cet ARN messager auto-amplifiant, vous avez les ribosomes, qui est la machinerie de traduction cellulaire, qui vont traduire donc cet ARN messager. Cet ARN messager va produire le complexe réplicase, c'est-à-dire l'ensemble des protéines non structurales issues de ce virus qui ont la particularité d'agir de concert et de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Et puis, ça va produire la protéine spike ou tout autre antigène pour un autre vaccin. Et donc, ça veut dire qu'on vous injecte une fois et votre corps va produire en permanence justement du complexe réplicase et l'antigène. Donc c'est ça, cette nouvelle technologie autoréplicante. C'est ça. Est-ce qu'ils sont en train de le réserver uniquement pour les animaux, ou est-ce que pour les humains, on aura des vaccins autoréplicants également? Est-ce que tu penses que là, pour les humains, on a déjà un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui est utilisé, qui a été accepté, validé par les autorités japonaises il y a près de 2 ans, et qui a été utilisé chez des milliers de Japonais. Et vous avez les autorités sanitaires européennes qui ont accepté ce vaccin ARN messager auto-amplifiant qui s'appelle le Kostev, qui l'ont donc accepté mi-février 2025. Ça veut dire qu'en Europe, on aura bientôt, son utilisation est autorisée. Et ces vaccins ARN messager auto-amplifiants sont pour moi les pires de tous. Oui, parce qu'en fait, il n'y aura plus besoin de 2e dose, 3e dose, 4e dose. En fait, c'était à cause de ça qu'il y avait besoin de toutes ces doses pour le Covid. Alors, il sera toujours en activité des années après. Question connexe. Voilà. Alors ils disent que le signal s'éteint de lui-même au bout d'un mois, 1 mois et demi, 2 mois, etc. Mais en fait, on contrôle rien. Ouais. Et juste, il y a 3 points très importants dans ces vaccins ARN messagers qu'il faut vraiment retenir, qui ont été soulevés par Jay Bhattacharya, justement, qui est le nouveau patron du NIH, hein, donc qui est le numéro 2 de la santé aux États-Unis, hein, qui est en quelque sorte un peu l'adjoint de Robert Kennedy, donc qui dirige les 27 instituts de santé, dont le NIAID qui était dirigé à l'époque par Fauci. Il a soulevé 3 points qu'on avait soulevés donc également, c'est que déjà on ne contrôle pas la quantité d'antigènes qui va être effectivement produite par une injection ARN messager, c'est-à-dire que vous prenez 2 personnes, vous leur injectez 30 ou 100 microgrammes d'ARN messager, vous n'allez pas avoir la même quantité de protéines spike produite suivant la personne. Ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont produire beaucoup de protéines spike, d'autres qui vont en produire très peu. Donc ça, c'est déjà un problème. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Après, on ne connaît pas la biodistribution. La biodistribution, on ne sait pas quelle va être, où vont aller en fait ces ARN messagers, où vont aller aussi ces protéines spike qui vont en fait circuler dans tout l'organisme. Hein. Donc la biodistribution n'est pas connue. Il y a le catabolisme aussi qui est pas connu. Hein. Donc la dégradation. Voilà.
donc de ces ARN. Et puis le troisième point, et c'est pas le moindre, c'est que on sait que ça fait produire des protéines inconnues, mais on ne sait pas quelles sont ces protéines inconnues. Donc là, c'est la loterie. Alors ça, c'est le pire. Ouais. C'est la loterie, parce qu'il faut pas oublier qu'un ARN messager déjà conventionnel, il fait à peu près contre anti-Covid, contre le SARS-CoV-2, il fait à peu près 4300 nucléotides. Donc, en fait, c'est un collier de perles avec 4 types de perles différentes, contrairement au collier de perles avec des acides aminés où là, on a 20 types de perles différents. Donc, il y a 4 types de perles différents. Ça veut dire qu'en fait, la méthylène-pseudouridine, on va la retrouver très fréquemment. Puisque sur 4300 nucléotides, on aura plus d'un millier de fois statistiquement où on va retrouver la méthylène-pseudouridine. Et on sait qu'à chaque fois que le ribosome voit la méthylène-pseudouridine, il y a entre 8 et 10% d'erreurs possibles. C'est-à-dire il saute le cadre de lecture de +1. Quand il saute le cadre de lecture de +1, ça veut dire que le ribosome qui lit des triplés de nucléotides va lire des triplés qui sont complètement différents de ce qu'il aurait dû lire. Puisqu'il saute le cadre de lecture. Donc il va y avoir un décalage du cadre de lecture qui a des répercussions très importantes parce que ça veut dire que tous les acides aminés qui vont être incorporés dans la protéine en cours de formation après avoir vu justement cette méthylène-pseudouridine, et ben tous ces triplés ne vont pas correspondre à l'acide aminé que les triplés auraient dû donc ça veut dire des protéines erronées. Ça veut dire que tout ce qui est donc en aval justement de cette méthylène-pseudouridine ne va pas correspondre à la protéine spike, donc va correspondre à une protéine inconnue. Ça veut dire en gros qu'on va produire une multitude de protéines inconnues. Et c'est quoi le risque pour le corps humain d'avoir des protéines inconnues? Là c'est énorme, parce qu'il va y avoir des tas de protéines inconnues qui se promènent dans l'organisme. Or le système immunitaire, lui, il va se mobiliser contre toutes les protéines qu'il voit. Et donc, il va pas se mobiliser uniquement contre la protéine spike, il va se mobiliser contre des protéines inconnues. Et en cas d'immunoréactivité croisée, à ce moment-là, ça va déclencher des maladies auto-immunes, ça peut déclencher des cancers, etc. Parce que si vous avez un anticorps qui est formé contre une protéine inconnue, en sachant qu'il va y avoir une multitude de protéines inconnues, lorsque vous avez un anticorps qui va être dont la fabrication va être stimulée justement par la protéine inconnue, qui va être reconnue par un lymphocyte B, qui va être activé en plasmocyte et qui va produire un anticorps dirigé contre cette partie, et ben cet anticorps-là, il va pouvoir reconnaître potentiellement dans l'organisme humain une autre protéine qui se promène dans notre corps comme une hormone, mais celle-là qui va être importante pour le fonctionnement de l'organisme. Donc ça va déréguler des voies métaboliques et ça va conduire justement à des problèmes, puisque si les molécules se promènent dans l'organisme, c'est qu'elles ont une fonction. Et à partir du moment où on les neutralise, ça veut dire qu'elles vont pas assurer leur fonction. Et ça va pouvoir entraîner des troubles divers qui vont conduire à des pathologies diverses, dont des pathologies auto-immunes, peut-être des turbocancers, comme on en voit. Et donc ça peut être très délétère. Et là, c'est la loterie. Et comme on sait qu'il y a vraiment énormément de protéines inconnues qui vont être produites, des protéines aberrantes, ou des protéines fantômes, on les avait appelées, donc c'est très délétère. Et rien que ça devrait aussi tout faire arrêter. Donc il y a beaucoup de raisons d'arrêter ces injections. Question importante. Oui, je voulais revenir, voilà, tu m'as dit. Et le chat est en feu. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent. On est plus de 700, 800, je crois, actuellement. Ouais, presque 800. Presque 900, je veux dire. 850. Alors la question importante que tout le monde se pose, c'est la possibilité de transmission de la protéine spike et donc du vaccin. Par voie sexuelle ou par voie sanguine, par voie sanguine, etc. Oui, ou par la salive. Par la salive, vacciné et un non vacciné. Ce qu'on appelle le shedding. Oui, le shedding, oui. Ouais, et aussi le passage à l'enfant. Ça a été mis en évidence par Hélène Banoun, par Hervé Seligman. On avait publié des choses dans un précédent Nexus là-dessus, mais c'est bien de le rappeler avec toi aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que tu penses du shedding? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas injectés, mais qui vivent autour de gens injectés et qui s'inquiètent de leur santé. Ce phénomène de shedding existe. Il a été décrit pour d'autres virus. C'est pas ça sort pas de n'importe où. Donc ce phénomène existe. Maintenant, on ne sait pas exactement quelle est la part réelle de contamination d'une personne non vaccinée à partir d'une personne vaccinée qui va transmettre justement l'ARN messager, par exemple vaccinal, justement en aérosol.
Là, c'est un peu le problème. Et puis il y a le problème aussi de la transmission potentielle par voie sexuelle, parce qu'on sait que dans les organes reproducteurs, on sait que le système rénine-angiotensine est très présent, comme partout ailleurs, et qu'il y a énormément de récepteurs justement, notamment de récepteurs ECA2, qui sont la cible justement de la protéine spike. Donc on sait qu'il y a une contamination potentielle qui existe, hein, même si elle est faible. Bon, on peut pas dire qu'elle soit complètement nulle. Hein. Alors c'est là où on faut en revenir à ce qu'on avait commencé il y a quelques minutes sur comment renforcer notre système SRA, ce système rénine-angiotensine, alors pour justement éviter d'être trop sensible à ce shading, à cette protéine spike qu'on pourrait avoir. Donc tu nous as parlé de la vitamine D, ce qui est déjà alors la vitamine D, à mon avis, c'est vraiment la clé. Il faut avoir un taux élevé, supérieur à 50 nanogrammes de calciol par ml. Ça, plus du magnésium. Oui, pour le rendre. Bon, les autorités sanitaires recommandent 30 nanogrammes de calciol par ml, mais pour moi, c'est pas assez. Il faut être au-delà de 50. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que à 30 nanogrammes de calciol par ml, ça va être suffisant juste pour la minéralisation des os, etc. Mais ça va pas être suffisant pour l'activité sur le système immunitaire. Parce que la vitamine D a énormément de fonctions. Elle agit partout. Et elle va agir de manière différente suivant sa concentration plasmatique. Et pour avoir un effet optimal, il faut être au-delà de 50 nanogrammes de calciol par ml. Quand vous êtes à 30, vous êtes à 20-25% du potentiel de la vitamine D. Et ça correspond à combien de UI par rapport parce que sur la vitamine D, c'est en UI, en unité. Oui, alors ça dépend du poids de la personne. Généralement, on considère que c'est 70 UI par kilo. 70 à 75 UI par kilo. Okay. Pour une personne, par exemple, qui fait 70 kilos, je parlais de 100 microgrammes, hein, c'est 4000 UI. Pour une femme, ça va être au moins 3000 UI. Pour une personne obèse, très lourde, ça va être plutôt 800. Ou c'est juste en hiver. Alors, vous pouvez prendre aussi des ampoules, mais c'est plus efficace quand c'est journalier. Ça a été démontré dans toutes les expérimentations. Il vaut mieux une supplémentation journalière qu'une grosse dose d'un coup. Voilà, qu'une grosse dose d'un coup. Et est-ce qu'il y a des risques de surdosage? Est-ce qu'il y a des contre-indications? En fait, justement, les gens disent attention, les médecins aussi, ils disent beaucoup attention à la vitamine D, c'est très toxique, il y a beaucoup de toxicité, etc. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La vitamine D, elle a une plage d'utilisation qui est énorme. Elle est énorme, et pour atteindre un taux de 150 nanogrammes de calciol par ml, là où on commence à voir des effets délétères de la vitamine D, qui est justement le dépôt de calcium sur les tissus mous et l'apparition de calculs reins, il faut vraiment y aller fortement. D'autant plus qu'on a un système, nous, de régulation de la vitamine D. C'est-à-dire quand notre organisme estime qu'on a trop de vitamine D, il active une 24-hydroxylase qui est capable de neutraliser justement le calcidiol, etc., neutraliser le calcitriol. C'est bien de le rappeler parce qu'il faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le prendre, se dire bon, je vais en prendre un maximum. Non, il faut le prendre dans les bons dosages. Oui. Le mieux étant de se rapprocher de son médecin pour essayer de faire ça dans les règles de l'art. Oui. Alors, il y a une étude, pour vous donner une idée, il y a une étude qui a été faite expérimentalement. Il y a des personnes qui ont été supplémentées avec des ampoules de 100 000 UI de vitamine D pendant une semaine avec une ampoule par jour. Ça veut dire que ces personnes ont pris une ampoule par jour, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, ils ont pris 700 000 UI de vitamine D. Et ces personnes avaient une concentration plasmatique de calcidiol qui était entre 20 et 30 nanogrammes de calcidiol par millilitre. Et il y a un dosage donc du calcidiol qui a été fait après la semaine donc de prise justement d'ampoules journalières de vitamine D. Et leur taux a été mesuré entre 45 et 60 nanogrammes de calcidiol par ml, tout en sachant que la toxicité commence à partir de 150 nanogrammes, voire 200 nanogrammes de calcidiol par ml. Ça veut dire qu'on est loin. Oui. C'est-à-dire qu'on est loin de la dose toxique. Si vous prenez en plus de la vitamine K2, à ce moment-là, c'est parfait. Alors, pour établir un SRA bien fonctionnel, donc ce qui est important pour moi, c'est la vitamine D. Il faut prendre du magnésium avec. C'est 320 mg pour une femme, 360 mg pour un homme. Bon, généralement, les gélules font 300 mg. Donc, comme je vous l'ai dit, parce que le magnésium permet donc de transformer la vitamine D, D3 ou D2 inactive en calcitriol bioactif. Il faut prendre avec du zinc. Donc entre 10 et 40 mg de zinc, généralement c'est des comprimés de 25 mg de zinc. Alors pourquoi tout d'abord, parce que le zinc, bon déjà a plein de propriétés, il est impliqué dans des tas de voies cellulaires, de voies
de signalisation cellulaire. En plus, il a une activité antimicrobienne, il a une activité anti-inflammatoire, antioxydante. Mais surtout ici, le zinc, il va être important parce que les facteurs de transcription qui vont être activés par la vitamine D, par la forme active de la vitamine D, ces facteurs de transcription utilisent très fréquemment le zinc. Le zinc est un cofacteur de ces facteurs de transcription. Et on sait que 15% des personnes manquent de zinc. Ça veut dire que si ces personnes manquent de zinc, à ce moment-là, il n'y a pas de zinc pour être le cofacteur des facteurs de transcription des gènes qui vont être activés par la vitamine D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une activation des gènes qui vont être stimulés par la vitamine D. Mais sinon, et donc pas d'effet de la vitamine D. Sinon, avec une bonne alimentation, on est censé en avoir suffisamment du zinc. Normalement, oui. Normalement, mais il y a 15% quand même des personnes 15%. Oui, mais c'est loin des 80% en vitamine D. La vitamine D, on est vraiment tous carencés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez, et ça a été démontré, quand vous avez les 30 nanogrammes de calcidiol par ml, vous activez 291 gènes. Si vous êtes à plus de 50 nanogrammes de calcidiol par ml, vous pouvez activer plus de 1000 gènes, et là on est à 2000 gènes activés par la vitamine D. Le génome humain, c'est à peu près 22 500 gènes, donc vous pouvez activer entre 8 et 9% du génome humain par une prise de vitamine D. Donc quand vous prenez de la vitamine D, ça fait énormément de choses. C'est comme si vous preniez des tas de médicaments. Alors d'abord, ça régule le système rénin-angiotensine parce que ça freine la suractivation, parce que ça agit comme un inhibiteur de l'arénine. Et l'arénine, c'est l'enzyme qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 est transformée en angiotensine 2, qui est justement l'hormone délétère, par justement un récepteur qui s'appelle ECA, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 1. Et donc, ça génère de l'angiotensin 2 qui va suractiver le récepteur AT1R. Donc, vous avez déjà, si vous voulez, la protéine spike qui appuie sur la pédale d'accélérateur et qui suractive le système rénin-angiotensine, le rendant délétère. Et vous avez au contraire la vitamine D qui freine, qui appuie sur la pédale de frein. Donc, elle empêche le système de s'emballer. C'est pour ça qu'elle a un effet très bénéfique. Mais elle a d'autres effets bénéfiques. C'est-à-dire qu'elle est importante pour l'intégrité tissulaire. C'est-à-dire qu'elle permet de maintenir une très bonne intégrité tissulaire et notamment elle évite la porosité, par exemple, au niveau du système digestif. Vous savez en fait, le tissu intestinal devient poreux, justement, quand il y a un dérèglement du système rénin-angiotensine. Vous avez l'intestin grêle qui devient poreux, et puis vous avez des bactéries, des lipopolysaccharides, etc., des microbes qui peuvent franchir, justement, et passer dans la circulation sanguine, là où elle peut provoquer une hyperinflammation. Et normalement, c'est dû à une porosité, en fait, de la barrière intestinale. Et vous avez la vitamine D qui est capable d'agir au niveau de cette barrière. Elle renforce les jonctions serrées, les jonctions adhérentes, et elle permet une très bonne cohésion intercellulaire. Et donc, elle empêche justement la fuite de ces molécules à travers l'épithélium intestinal. Et donc, c'est très bénéfique. Mais en plus, elle fait pas que ça. Elle favorise donc la prise de phosphore et de calcium au niveau des intestins. Elle agit sur la différenciation et la multiplication cellulaire, donc elle est impliquée directement dans la multiplication des cellules, donc dans les mitoses cellulaires. Et puis, une chose aussi incroyable, c'est qu'elle vous fait produire par votre corps des molécules qui ont une activité antivirale et antimicrobienne en général. C'est-à-dire que spontanément, elle stimule la production de molécules qui ont une activité antimicrobienne, dont des molécules qui ont une activité anti-SARS-CoV-2. Et elles ont été identifiées. Il y a une molécule qui s'appelle la catélicidine LL37, il y a une molécule qui s'appelle HBD2, qu'on avait identifiée justement avec mes collaborateurs chinois. Il y a aussi des alpha et des bêta-défensines qui sont produites justement grâce à la vitamine D. Donc elle a une activité vraiment pléiotrope, elle est active sur plein de choses. C'est pour ça qu'elle est très importante. Tu la mets en numéro 1 d'ailleurs. Profitez-en, il fait beau en ce moment, sortir au soleil, c'est aussi... Voilà, en numéro 1. Donc bon, pour résumer, en gros, donc il y a la vitamine D, il y a le magnésium, il y a le zinc. Ce qui va être très important aussi, ça va être les antioxydants. NAC, N-acétylcystéine. Tu parles là, parce que je reprends, parce que dans le numéro 158 de Nexus, on a un paragraphe sur ce que tu conseilles, justement, pour rééquilibrer le système SRA. Tu parles avant cela de l'iode. Bon, on a reçu le docteur Vincent Reliquet, qui a parlé hier, spécialiste de l'iode, il nous a expliqué en quoi c'était si important. Alors pourquoi l'iode? Parce qu'on n'a pas parlé du système SRA avec le docteur Reliquet. Pourquoi l'iode est si important? Il est très important déjà au niveau de la thyroïde. Parce que les hormones thyroïdiennes, au niveau de la thyroïde, il y a plusieurs hormones. Il y a la calcitonine, ce qui est une hormone hypocalcémiante, hyposphosphorémiante. Il y a la diiodothyronine, la triiodothyronine, et il y a la thyroxine, la T4.
Voilà. Et ce sont donc des hormones extrêmement importantes. Et les hormones T2, T3, T4, elles se convertissent grâce à l'iode. Et donc leur action est très importante parce que c'est elle qui donne la vitesse de fonctionnement des cellules. En plus, quand vous êtes déficient en iode, les récepteurs justement à l'iode peuvent fixer d'autres métaux et avoir une activité délétère. Comme le brome. Voilà. Donc c'est important d'avoir une bonne supplémentation en iode, d'autant plus qu'on sait que quand il y a un dérèglement du SRA, on a une insuffisance ou une carence en vitamines, notamment en vitamine B, en vitamine K, on a une dérégulation de l'homéostasie du calcium, du magnésium, on a une chute d'iode terrible, hein, c'est-à-dire que les personnes manquent d'iode, elles manquent aussi de vitamine C, c'est pour ça qu'elles font très fréquemment un scorbut. Hein. Donc il faut prendre ces molécules. Alors, on peut prendre plus ou moins de molécules, ça va dépendre de la sévérité des atteintes qu'on a, hein. C'est-à-dire si on a un Covid long sévère ou pas sévère, si on a une maladie très agressive. Donc en plus de ces antioxydants, il faut absolument des antioxydants, hein. Donc le NAC, N-acétylcystéine ou le glutathion. Alors ils sont de la même famille. C'est le précurseur du glutathion. Oui, le NAC, c'est le précurseur du glutathion. En fait, le NAC, c'est la N-acétylcystéine. C'est la cystéine qui est une des perles, c'est une des 20 perles. C'est un acide aminé qui est N-acétylé. Sur son epsilonamine, il y a un groupement acétyl. Alors le NAC, il est moins puissant que le glutathion, mais il est intéressant parce qu'il passe facilement la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire qu'il monte facilement au cerveau, contrairement au glutathion. Le glutathion, c'est un tripeptide antioxydant, notamment, il a justement une cystéine en position 2, et c'est pour ça que le NAC est un précurseur du glutathion, mais le glutathion est plus puissant, mais il a du mal à monter au cerveau. Et c'est pour ça que le NAC est intéressant. C'est important qu'il franchisse la barrière hémato-encéphalique. Et oui, parce que du coup, il va exercer une activité antioxydante au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, il peut y avoir une inflammation cérébrale. On sait par exemple que les cellules microgliales qui ont office de cellules du système immunitaire dans le cerveau, elles peuvent être activées sous forme M1 et produire des cytokines pro-inflammatoires. Elles relâchent de l'interleukine 6, du TNF-alpha, etc. Et elles peuvent provoquer une encéphalite. Et on voit des cas d'encéphalite dans des Covid longs. C'est une inflammation d'encéphale. L'encéphale, c'est le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Et on n'en a pas suffisamment de glutathion dans notre corps ou de NAC. Est-ce qu'on est obligé de passer par la voie de supplémentation? On ne peut pas en avoir suffisamment par l'alimentation, bien sûr. Si on a une alimentation très équilibrée, on pourrait ne pas avoir besoin de se supplémenter, sauf en vitamine D, parce que l'alimentation est très pauvre. Puis on manque de soleil. Oui, très très pauvre. Il faudrait manger 80 œufs par jour pour avoir la dose de vitamine D. Il faudrait manger 1,5 kg de saumon pour avoir la dose journalière de vitamine D. Donc autant dire que c'est même pas la peine. Ou passer la journée au soleil. La journée au soleil, en été, 15 à 20 minutes d'exposition au soleil permettent de fabriquer donc la dose nécessaire, les 4008. 15 à 20 minutes, 15 à 20 minutes sans le t-shirt, à la plage. En s'exposant. Hein, c'est sûr que si on porte un burqa, il faut quand même être exposé au soleil. Alors après, ce qui se passe, c'est que en dehors de l'été, c'est différent. Il faudrait une exposition de presque 7 heures pour avoir la même production de vitamine D. Hein. D'où l'intérêt, comme tu disais, c'est le numéro 1, il faut vraiment supplémenter. Oui. Alors tu parles aussi de la vitamine C. Oui. Alors c'est vrai, le chercheur la vitamine C, oui, c'est l'acide ascorbique, oui. On avait parlé, la vitamine C, oui, elle est très très importante. Alors il y a plein d'antioxydants. Hein. Vous avez la phycocyanine, vous avez la staxanthine, vous avez le coenzyme Q10. Enfin bon, il y a vraiment toute une famille d'antioxydants. Alors la vitamine C, elle est intéressante notamment pour une chose particulière, c'est qu'elle fait un très bon couple avec la vitamine D. Et ce qui est étonnant, c'est que l'angiotensine 2, qui est l'hormone délétère, qui suractive le récepteur AT1R, qui est délétère au niveau du SRA et qui est responsable des pathologies Covid, ce qu'il faut savoir, c'est que cette angiotensine 2, en fait, elle a une affinité pour 2 récepteurs qui ont été décrits. Il y a un récepteur qui s'appelle AT1R, qui est justement le récepteur délétère qui est à l'origine des pathologies humaines. Et puis il y a un autre récepteur qui s'appelle AT2R, qui lui est bénéfique. Il fait exactement l'inverse du récepteur AT1R.
Donc quand je dis qu'il est bénéfique, ça veut dire qu'il va être vasodilatateur, il va être anti-inflammatoire, il va être réducteur, donc ça va être un antioxydant, il va avoir un effet antioxydant, il va avoir un effet antithrombotique, anti-angiogénique, anti-hypoxémique, anti-hypoxique, anti-fibrosant, anti-hypertrophiant, et il va augmenter le monoxyde d'azote. Donc il va avoir exactement les effets inverses de AT1R. Donc c'est un récepteur qui est très bénéfique. Et l'angiotensine 2 a une affinité pour les deux récepteurs. Elle est affine pour AT1R et pour AT2R. Mais elle est plus affine, à peu près 3 fois plus affine, pour le récepteur AT2R. Ça veut dire que quand l'angiotensine 2 se fixe sur le récepteur AT2R, les effets sont bénéfiques. C'est pour ça que l'angiotensine 2 peut être bénéfique dans certains cas. Et par exemple, les enfants sont très peu sensibles justement à des formes sévères de Covid, etc. Parce que le système rénine-angiotensine évolue au cours de la vie. Et quand on n'a pas le même système rénine-angiotensine que quand on est adolescent, quand on est adulte ou quand on est une personne âgée. Il évolue toute notre vie. C'est-à-dire que le système rénine-angiotensine qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même que celui qu'on aura demain et après-demain, etc. Il dégrade au fil de la... il évolue au cours de temps. Effectivement, il fonctionne de moins en moins bien au cours du temps. Et si vous voulez, les enfants, justement, sont très protégés parce qu'au niveau des voies aériennes supérieures, ils ont une prédominance du récepteur AT2R. Ils ont beaucoup plus de récepteurs AT2R que de récepteurs AT1R. Et c'est pour ça qu'ils font pas de formes graves. On l'a vu dans les statistiques officielles. D'ailleurs, c'était vraiment ahurissant de dire qu'il fallait injecter les enfants encore plus que les adultes parce qu'il y avait quasiment aucun mort, quasiment aucune forme grave. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi. Oui. Et puis il faut savoir aussi que les femmes n'ont pas le même système rénine-angiotensine que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 2 gènes d'éléments du système rénine-angiotensine qui sont codés par le chromosome X. Par exemple, le récepteur ECA2, celui qui est reconnu par la protéine Spike et qui dérégule le système rénine-angiotensine, il est codé par un gène qui est porté par le chromosome X, chromosome sexuel. Vous avez aussi le récepteur AT2R, dont le gène est codé par le récepteur, dont le gène est codé par le chromosome X. AT1R, lui, c'est différent, c'est le chromosome 3 qui porte le gène qui code justement pour le récepteur AT1R. Tu es une encyclopédie vivante. Franchement, non, c'est juste que j'ai travaillé. On sent que, franchement, une sacrée bonne mémoire, et on voit à quel point c'est important de se renseigner auprès de gens qui savent et qui maîtrisent ces sujets-là. Franchement, merci, parce que beaucoup de gens prennent des compléments alimentaires, on sait que c'est important, mais on ne sait jamais comment ça fonctionne. Alors, je peux vous dire, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine, une suractivation du récepteur AT1R, ça suractive une enzyme qui s'appelle NOX, qui est une NADPH oxydase. Et cette NADPH oxydase, elle produit des particules réactives de l'oxygène, des ROS. Et ces particules réactives de l'oxygène sont soit des radicaux libres, soit des précurseurs de radicaux libres. Et donc ces radicaux libres sont très délétères parce que ce sont des substances qui ont un déficit électronique. Il leur manque un électron. Et à ce moment-là, les substances antioxydantes, qui elles ont un excès électronique, vont pouvoir neutraliser l'effet délétère du radical libre en se fixant dessus. Et justement, les antioxydants, comme ils ont un excès électronique, en interagissant avec le radical libre, ces molécules ne vont pas être déstabilisées. Alors qu'une molécule normale qui va être fixée par un radical libre va être déstabilisée, va devenir instable et va vouloir se stabiliser en volant un électron à une autre molécule. Et donc, il va y avoir une cascade réactionnelle qui va être très délétère, puisqu'il va y avoir justement en fait une déstabilisation de nombreuses molécules. Ça va être très délétère parce que ça va entraîner des dysfonctionnements mitochondriaux. Et on sait que la mitochondrie, elle est essentielle parce qu'elle nous produit justement l'énergie, l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie chimique en fait qui fait fonctionner nos cellules. Et donc, ça met justement ces mitochondries en dysfonctionnement mitochondrial. Ça conduit à un dysfonctionnement cellulaire, voire à une mort cellulaire, par apoptose ou par nécrose, enfin par différents mécanismes. Alors, je voulais te demander... Juste pour finir, parallèlement à ces antioxydants, il faut prendre du sélénium, très important. Il faut prendre du sélénium. Il faut prendre aussi de la taurine, qui va être excellente pour le système cardiovasculaire et pour le fonctionnement du cerveau, et qui va être aussi très important
cette taurine, ça va être vraiment très important parce que ça va être impliqué dans l'émulsification des graisses, donc pour la digestion des lipides. Ça va être très important, notamment pour les selles biliaires, etc. Il faut prendre des oméga 3, très important. Si on a un fort dérèglement du SRA, bien sûr, il faut prendre de l'iode. Il faut prendre un complexe de vitamine B. Alors pourquoi? Parce que le dérèglement du SRA et la suractivation du récepteur AT1R peut induire différents phénomènes. Ça peut induire un syndrome d'activation macrophagique. C'est les macrophages hyperréactifs qui se mettent à s'attaquer aux cellules sanguines, donc aux globules rouges, aux globules blancs, donc qui sont les cellules immunitaires, et aux thrombocytes, c'est-à-dire aux plaquettes sanguines, et donc affecter la coagulation. Ça peut provoquer un SAMA, c'est un syndrome d'activation mastocytaire, où les mastocytes vont dégranuler des tas de substances très délétères, par exemple de l'histamine, de l'héparine, etc., de la dopamine et tout. Et puis, ça va provoquer un SIBO, une population des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, et une hypokaliémie, un déficit de potassium sanguin. Et ce qui se passe, par exemple, quand ça provoque un SIBO, ça dérégule en fait des bactéries commensales, qui sont des bactéries donc gram-positives aérobies qu'on trouve dans l'intestin grêle. Et ces bactéries sont très importantes pour nous parce qu'elles dégradent les aliments et elles nous produisent justement des vitamines, dont les vitamines B et les vitamines K, dont la K2. Elles nous produisent notamment la vitamine B1, c'est grâce à elle qu'on a de la vitamine B1, une production de vitamine B1 qui est la thiamine. On a grâce à elle la production de la vitamine B2, qui est la riboflavine. On a également la biotine, la B8, on a l'acide folique, la B9, la cobalamine, la B12. Tout ça, ça vient de ces bactéries-là qui nous apportent en fait ces vitamines. Et elles sont impliquées aussi justement dans la production des acides gras, notamment des acides gras à chaîne courte, et elles sont impliquées dans l'homéostasie, c'est-à-dire la bonne répartition de minéraux. Il y a le magnésium, il y a le calcium. Donc ces bactéries sont très importantes. Et le dérèglement du SRA fait que certaines bactéries anaérobies gram-négatives qui sont justement dans le côlon, c'est-à-dire dans le gros intestin, qui franchissent la valvule iléocolique, qui remontent dans l'intestin grêle et qui font de la fermentation à un endroit où elles ne devraient pas faire de la fermentation. Et ça fait perdre la boule un petit peu aux bactéries qui dégradent des aliments, ça les fait dysfonctionner et du coup on se retrouve en carence de certaines vitamines. D'accord, ok. C'est d'où l'intérêt d'avoir un bon microbiote aussi. Ah oui, c'est très très important le microbiote. Pourquoi c'est un écosystème tout ça, et c'est pour ça je répète souvent, en tout cas c'est important de le redire. Faut pas qu'on s'improvise apprenti-sorcier. N'hésitez pas, il faut dire aux gens d'aller se rapprocher d'un bon médecin ou d'un bon naturopathe, parce que on peut être tenté de prendre tous les compléments en même temps dans des dosages qu'on ne maîtrise pas. Oui. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas, c'est sûr, il faut que ça soit encadré quand même. C'est important d'encadrer, mais en fait, c'est parce qu'on manque aussi de médecins compétents que souvent les gens font leur propre automédication chez eux. On peut commander sur Amazon des compléments alimentaires. Alors on regarde les petits dosages, etc. Mais malheureusement, il faut être accompagné soit d'un bon naturopathe, soit d'un bon médecin. C'est plus rare de trouver un bon médecin qu'un bon naturopathe, malheureusement, dans notre époque. Mais il y a un autre point, parce que c'est vrai que toi, tu t'es beaucoup approché des naturopathes. Tu m'avais dit, avant de commencer l'émission, que tu avais participé à des congrès de la FENA, avec les naturopathes. C'était pour parler du jeûne. Du jeûne, voilà, c'est pour ça que je voulais aborder ce dernier point. Je t'invitais aussi à l'Académie médicale du jeûne. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines, quelques mois. Et tu as cet ouvrage aux éditions Medicatrix, Le jeûne qu'en dit la science. On connaît tous maintenant, plus ou moins officiellement, les bénéfices du jeûne. On dit que ça détoxifie, grosso modo, que le corps profite quand il n'est pas en digestion de faire tous les processus physiologiques pour nettoyer un peu de tous nos déchets. Alors, ça comme ça. Mais en fait, finalement, comment ça fonctionne? Quelle est la période optimale? Est-ce qu'il faut faire 3 jours, 30 jours? Est-ce qu'il faut faire un jeûne sec? Est-ce qu'il faut faire un jeûne avec l'eau? Les monodiètes, peu importe. Et est-ce que ça joue sur le système SRA? Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert sur le jeûne? Oui. Alors j'ai travaillé sur le jeûne aussi avec un patient expert qui s'appelle Hervé Pietra, qui a fait des jeûnes de 40 jours, mais qui est co-auteur d'ailleurs dans le livre. Et alors, le jeûne, je me suis intéressé au jeûne, je l'ai jamais pratiqué moi-même, mais je me suis intéressé au jeûne parce que j'ai vu que les effets du jeûne thérapeutique dépendaient complètement du système rénine-angiotensine. C'est-à-dire que c'est le système rénine-angiotensine qui va piloter
tous les effets sur l'organisme d'un jeûne. Alors le jeûne, c'est quoi? Il existe en gros deux types de jeûnes, hein. Il y a le jeûne intermittent et le jeûne prolongé. Donc le jeûne intermittent, c'est que par exemple, pendant 16 heures, vous n'allez pas manger, et puis après, pendant les 8 heures suivantes, vous allez vous alimenter. Donc ça, c'est le jeûne intermittent. Les périodes peuvent être variables hein, de jeûne. Si on met un peu au repos les intestins. Alors, voilà, c'est ça. En fait, il est moins efficace. Il est bénéfique, mais il est moins efficace parce qu'il permet de mettre au repos le système digestif, de réparer la barrière intestinale, enfin tout ce qui est dysfonctionnel, de restaurer en fait. Mais on va pas en la flore intestinale. Voilà. On peut avec ce jeûne, on peut initier des phénomènes, mais qui fonctionnent pas à plein régime. Par exemple, l'autophagie qui va se déclencher au bout d'une dizaine d'heures de jeûne. Mécanisme d'autophagie. C'est quoi l'autophagie? Alors, je vais décrire ce phénomène. En fait, pour déclencher donc un jeûne, on fait une restriction calorique. C'est-à-dire que on va pas manger par exemple pendant quelques jours. Alors, selon moi, la durée optimale d'un jeûne, ça va être quand c'est un jeûne prolongé, ça va être au moins 3 jours. D'accord. Et je dirais moins d'une semaine. Pour moi, la période idéale, c'est 5 jours. Okay, 5 oui, ça serait 5 jours. En termes de mécanisme d'action, hein, parce que ça peut être évidemment plus long. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui font des jeûnes de 2 semaines, 3 semaines. Au-delà que ça veut dire hybride, pour que ce soit moins violent pour le corps. Donc avec de l'eau. Donc au-delà de 5-7 jours, ça veut dire quoi? C'est inefficace ou c'est délétère? Non. Ça peut être délétère. C'est efficace, mais il faut se méfier parce que c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a un mécanisme qui est lancé qui s'appelle l'autophagie. Ce mécanisme d'autophagie, je vais le décrire. Ouais, on le décrira après. Mais ça veut dire qu'à partir d'un certain temps, il peut se mettre lui-même à être un peu dysfonctionnel. Et il peut s'attaquer à des cellules saines. Il peut s'attaquer à des organites qui sont sains. C'est pour ça que, à mon avis, il ne faut pas que ce soit trop long, parce que il peut y avoir des erreurs après dans son fonctionnement. Ce qui n'est pas le cas au début, a priori. Oui, voilà. oui. Alors, ce qui est important de noter, c'est que le jeûne, il ne faut pas le faire n'importe comment, ça doit être encadré par un médecin. Il y a des personnes qui ont des pathologies spécifiques qui ne doivent pas jeûner. Par exemple, quand on a un diabète de type 1, qui est un diabète auto-immun, hein, contrairement au type 2, qui est en fait une intolérance au glucose, diabète de type 1, à ce moment-là, il ne faut pas faire de jeûne parce qu'il peut être dangereux, il peut même être mortel. Hein. Quand on a des atteintes rénales et ou pulmonaires, atteinte hépatique plutôt très très forte, à ce moment-là, il faut éviter aussi de faire le jeûne. Hein. Donc il faut avoir quand même le foie qui fonctionne très correctement et les reins aussi. Voilà. À partir de là, on peut faire le jeûne. Alors quand on fait un jeûne, c'est qu'on fait une restriction calorique. Et vous savez, dans la cellule, on a un senseur énergétique qui est une protéine kinase qui s'appelle AMPK. Donc c'est une protéine kinase qui va être activée par l'AMP, qui est l'adénosine monophosphate. Alors ce senseur-là, il va regarder le niveau énergétique de la cellule. Et il va regarder le rapport entre l'ATP, qui est la forme de stockage de l'énergie, et l'AMP, qui est la forme dégradée, c'est-à-dire de l'énergie qui a déjà été utilisée. Et quand il voit qu'il y a trop d'AMP, à ce moment-là, il va être activé et il va phosphoryler 2 protéines. Et il va affecter 2 voies. Il y a une voie qui s'appelle mTOR et il y a une voie qui s'appelle IGF-1. IGF-1, c'est une voie hormonale avec une hormone, un facteur de croissance qui ressemble à l'insuline. C'est insuline-like growth factor. Okay. Et ce sont 2 voies qui vont être inhibées. Et lorsque ces 2 voies sont inhibées, ça va lancer le processus d'autophagie. Alors la voie mTOR, elle est importante pour tout ce qui concerne la cellule. C'est-à-dire que c'est elle qui va tout déterminer dans la cellule. Sa motilité, sa survie. Ça va déterminer la transcription des gènes, ça va établir aussi la traduction des ARN messagers, ça va contrôler absolument tout le fonctionnement de la cellule. Par contre, la voie IGF-1, elle va être impliquée dans la croissance osseuse et dans la croissance musculaire. Voilà. Et donc ces 2 voies sont inhibées et lancent le processus d'autophagie. Et ce processus d'autophagie, c'est un processus de régénération cellulaire. C'est-à-dire que quand il est lancé, donc c'est à peu près, on dit entre 10 et 15 heures de jeûne, ce processus est lancé, mais il est plein pot, c'est-à-dire il fonctionne de façon optimale au bout de 3 jours de jeûne. C'est pour ça que
un jeûne hydrique d'au moins 3 jours apparaît important quand on fait le jeûne, justement parce qu'il faut 3 jours pour que ce mécanisme fonctionne à plein régime. Hein. Donc, quand ce mécanisme est lancé, il fait produire des protéines de choc thermique. C'est des protéines qu'on appelle les heat shock protéines. Et il fait produire toute une famille de heat shock protéines, de 8 kilodaltones jusqu'à 100 000 kilodaltones. Donc, il fait produire des HSP8, HSP entre 10, HSP10 entre 20 et 30, et la plus connue c'est la HSP27, après 40, il ne fait pas produire la 50, il fait produire la 60, la 70, il ne fait pas produire la 80, et il fait produire la 90 et la 100. 100, ça veut dire que ça fait 100 kilodaltones, donc ce sont des grosses molécules. Et ces molécules-là interviennent dans plein de phénomènes, notamment elles réparent les protéines dysfonctionnelles, c'est-à-dire ce sont des protéines chaperones qui en fait réparent tout ce qui marche mal. Donc elles réparent les protéines dysfonctionnelles, et quand elles ne peuvent pas réparer ces protéines dysfonctionnelles parce qu'elles sont trop abîmées, à ce moment-là, elles les envoient dans un système qui est l'ubiquitine, qui est une HSP8, et qui l'envoie sur une voie de protéasome, qui est de dégradation de la protéine. Et à partir de cette dégradation, ça reforme, ça libère des acides aminés, et ces acides aminés vont être utilisés pour refabriquer des protéines toutes neuves, bien fonctionnelles, qui fonctionnent bien. Et vous avez ces heat shock protéines aussi qui vont être impliquées dans la mitophagie, c'est-à-dire quand on a par exemple des mitochondries qui fonctionnent mal, ça va dégrader les mitochondries qui fonctionnent mal et ça va refabriquer des mitochondries qui fonctionnent correctement, qui nous produisent de l'énergie. Lors du processus d'autophagie, ça va influer aussi sur la production des récepteurs des hormones stéroïdes. Donc les récepteurs stéroïdes, ça va être par exemple les glucocorticoïdes, comme le cortisol qui est l'hormone du stress, ça va être les minéralocorticoïdes comme l'aldostérone, qui est produite donc par les glandes surrénales et qui est impliquée dans la rétention hydrosodée et la rétention de chlore. Et puis, ça va donc agir aussi sur... donc il y avait mitophagie, et ça va agir aussi sur le système immunitaire et ça va favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire. Donc ça agit à plusieurs niveaux. Parallèlement, il y a beaucoup de molécules qui vont être produites. Donc il y a 2 molécules très importantes qui vont être produites. Il y en a une qui s'appelle FGF2 et l'autre qui s'appelle FGF21. Ce sont des facteurs de croissance des fibroblastes. Alors, la plus importante, c'est la FGF21, parce qu'elle agit à plusieurs endroits. Elle agit au niveau du tissu adipeux en favorisant la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des triglycérides, par exemple, donc des lipides, donc pour favoriser la cétogénèse, c'est-à-dire la production des corps cétoniques. Ça va agir au niveau du pancréas, et notamment, ça va redonner une sensibilité à l'insuline, puisque quand on a un dérèglement du SRA, on se met en état de prédiabète. Donc, ça va redonner une sensibilité justement à l'insuline en provoquant justement une hypoinsulinémie qui va resensibiliser les récepteurs à l'insuline justement à l'action de l'insuline, et ça va agir au niveau du foie, au niveau hépatique, sur les mitochondries hépatiques, et ça va favoriser la cétogénèse, parce que la cétogénèse, c'est la production justement des corps cétoniques, mais cette production de corps cétoniques se passe exclusivement au niveau des cellules hépatiques et au niveau des mitochondries hépatiques. C'est pour ça qu'il faut un bon foie en bonne santé. Ah oui, parce que les gens parfois qui commencent un jeûne et qui peuvent avoir plusieurs années d'intoxication, de déchets, et vont avoir plusieurs jours se sentir un peu mal parce que en fait tout est relargué dans le corps en fait. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Donc, faut être un peu en forme pour amorcer un jeûne. Faut pas. Oui, ça doit se préparer. D'ailleurs, par exemple, si vous faites un jeûne de 5 jours, 5 jours avant, il faut commencer la descente alimentaire. Donc il faut qu'il y ait une restriction, justement, et il faut plus prendre de sucre, de substances excitantes, de piments, etc., de café. Après, il faut éviter les protéines animales, après les protéines végétales, après on reste justement avec les fruits et notamment les légumes. Et après, on reste aux légumes, genre brocoli, etc. Et puis après, pour la reprise alimentaire, c'est pareil. Il faut que ce soit progressif et on commence justement par les légumes, etc. Après, on rajoute justement les fruits et puis après protéines végétales, protéines animales et après on peut tout reprendre. Il faut que ce soit contrôlé et cette étape aussi importante parce qu'il y a une production de polyamines et les polyamines peuvent être très bénéfiques, mais elles peuvent être aussi délétères dans certains cas. Les polyamines, elles sont utilisées en supplément. En supplément, oui.
Alors, elles n'ont pas des noms très sexy, hein. Ça va être la putrécéine, la cadavérine, la spermidine, la spermine. Bon, ça n'a pas des noms très sexy, mais c'est impliqué en fait dans la multiplication cellulaire parce qu'il y a une grande phase de multiplication cellulaire après le jeûne, lors de la reprise alimentaire. Et donc, en gros, il y a 4 phénomènes quand on fait le jeûne. Ça lance le processus d'autophagie qui est très bénéfique. Après, ça modifie la balance hormonale, c'est-à-dire que ça change les niveaux d'hormones. Notamment, on le voit, au bout de 1 ou 2 jours de jeûne, vous n'avez plus faim. Ouais, pourquoi? Parce que vous avez une chute d'une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim, et vous avez une augmentation de la leptine, justement, qui est l'hormone de la satiété. C'est pour ça que vous n'avez plus faim au bout de 1 ou 2 jours de jeûne. Voilà. Parce que ça modifie la balance hormonale. Après, ça favorise la dynamique mitochondriale. C'est-à-dire que comme ça inhibe le stress oxydatif, ça fait mieux fonctionner les mitochondries, qui sont très importantes pour nous parce que ce sont nos centrales énergétiques. Et parallèlement, ça nous fait fabriquer donc des corps cétogènes uniquement au niveau des mitochondries hépatiques. Alors, ce qui se passe au niveau des mitochondries hépatiques, vous allez avoir une dégradation, justement, vous allez avoir une dégradation des lipides. Parce que quand vous mangez plus de sucre, vous avez plus d'apport de glucose. Et normalement, notre métabolisme, on dégrade de glucose. Hein. Le glucose nous fournit 36 molécules d'ATP quand on dégrade le glucose. Et quand on mange plus, on n'a plus de glucose. Alors après, on épuise les réserves énergétiques en glycogène. Et quand on n'a plus de glycogène, on passe à la dégradation des lipides. Et notamment au niveau des tissus adipeux, donc il y a une dégradation des triglycérides qui libèrent des acides gras. Et ces acides gras, au niveau des mitochondries hépatiques, ils vont passer dans un cycle qui s'appelle la bêta-oxydation des acides gras, c'est l'hélice de Linen. Et à chaque tour d'hélice, elle va perdre 2 atomes de carbone pour former de l'acétyl-CoA. Donc vous allez avoir les acides gras qui vont être dégradés, justement, pour donner de l'acétyl-CoA. Mais vous allez avoir aussi des acides aminés particuliers qui vont pouvoir être dégradés pour donner des corps cétoniques. Vous avez 4 acides aminés qui sont cétogènes. Vous avez la leucine, qui est un acide aminé aliphatique. Vous avez la tréonine, qui est un acide aminé alcool. Et vous avez la phénylalanine et la tyrosine, qui sont 2 acides aminés aromatiques. Et eux vont pouvoir donner de l'acétyl-CoA, justement, au niveau des mitochondries hépatiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet acétyl-CoA va être transformé justement en corps cétoniques. Alors, les corps cétoniques, vous en avez 3 majeurs. Vous avez l'acétone, l'acétylacétate et le bêta-déhydroxybutyrate. Alors, l'acétone, en fait, c'est le produit de dégradation, justement, de l'acétylacétate. Et l'acétylacétate, c'est le précurseur du bêta-déhydroxybutyrate. Alors, le bêta-déhydroxybutyrate, c'est très énergétique. C'est moins énergétique que le glucose, mais c'est pas loin. C'est à peu près 23 ATP. Par contre, la dégradation d'un lipide est extrêmement énergétique. Je vais vous donner un exemple. Un triglycéride avec des acides gras en C20, ça peut donner jusqu'à 432 molécules d'ATP. Alors que le glucose, la dégradation d'un glucose donne 36 molécules d'ATP. Donc c'est beaucoup plus riche en ATP, donc c'est très très énergétique. Et notamment... ce qui fait que ça prend beaucoup d'énergie de faire un jeûne finalement. Ça fatigue. Alors on se sent en forme quand on fait un jeûne. Oui. Et oui, parce qu'on produit beaucoup d'énergie, mais à partir des lipides. Alors ces 3 lipides, ces 3 corps cétoniques plutôt, donc acétone, acétylacétate et bêta-déhydroxybutyrate, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois lipophiles, c'est-à-dire ils aiment les graisses, ils sont à la fois hydrophiles, c'est-à-dire ils aiment les milieux aqueux. Et donc ça leur permet de diffuser dans l'organisme, et notamment ça passe dans la circulation sanguine, c'est capable de rentrer dans les cellules, et donc c'est capté par les cellules cibles, et les cellules cibles transforment ces corps cétoniques justement en acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA part dans le cycle de Krebs, puis dans la chaîne respiratoire, où vont être produites les molécules d'ATP. Et donc, ça va fonctionner comme ça. Donc, au-delà le jeûne aussi est très bénéfique parce qu'il vous fait produire des sirtuines. Et les sirtuines, ce sont des molécules très importantes, notamment pour la longévité. Ça vous augmente la longévité ou l'espérance de vie. De faire des jeûnes réguliers. Alors pourquoi ? Parce que vous avez une stimulation de la production des sirtuines. Une stimulation, par exemple, qui est aussi provoquée, par exemple, par le resveratrol. Le resveratrol aussi stimule la production de Sinon, on n'en produit pas suffisamment de la sirtuine ? Je ne sais pas combien on en produit, mais en tout cas,
En tout cas, ça stimule leur production. Donc, c'est bénéfique. Très bénéfique. Alors, il y a 7 types de sirtuine codés par 7 gènes. Ça va de sirtuine 1 à sirtuine 7. On sait que les sirtuines 1 et 2 se retrouvent au niveau du cytoplasme cellulaire dans le noyau cellulaire. Les 3, 4, 5, on les retrouve au niveau des mitochondries. Et puis, la 6, 7 se retrouve au niveau du noyau cellulaire. Et elles ont une fonction toute bien particulière. Et en tout cas, c'est très bénéfique. Alors, leur vrai mode d'action, bon, c'est un petit peu compliqué. Ce sont en fait des protéines histones désacétylases NAD+, dépendantes. Donc, nicotinamide, adénine, dinucléotide dépendantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NAD+ est important. C'est la forme oxydée du NAD. Le NAD, il est produit à partir d'un acide aminé qu'on trouve qui est le tryptophane. Et quand il y a un dérèglement du SRA, on inhibe le transporteur de certains acides aminés, dont le tryptophane. Et donc, on inhibe le transporteur d'un précurseur du nicotinamide, adénine, du nucléotide. Et donc, ça a un effet aussi sur les sirtuines, qui ne deviennent pas fonctionnelles quand elles n'ont pas de NAD+. On a eu un cours de biologie moléculaire, là. Alors ce qui se passe, c'est que ces sirtuines-là, c'est des désacétylases, c'est-à-dire que ça enlève des groupements acétyles au niveau des protéines histones. Et les protéines histones, ce sont des protéines basiques qui sont importantes parce qu'elles protègent notre information génétique, elles protègent notre ADN. Et donc, en enlevant un groupement acétyl sur des epsilonamines de lysine, qui est un acide aminé basique, c'est une des perles basiques justement donc qu'on retrouve dans les protéines histones, ça libère une charge positive et donc cette charge positive peut former un pont salin justement avec un phosphate d'un nucléotide de l'ADN. Et donc ça provoque justement une condensation de la chromatine qui inhibe la transcription des gènes. Donc c'est un effet très bénéfique. Et les sirtuines aussi, en désacétylant des facteurs de réparation de l'ADN, justement, favorisent la réparation de l'ADN, puisque ces molécules sont activées par la désacétylation, justement, par les sirtuines. Et c'est pour ça qu'il y a un effet important des sirtuines sur la longévité. Et on pourrait se dire, du coup, autant faire un jeûne le plus long possible, comme ça, ces processus vont alors, se prolonger. En fait, non. Pourquoi pas plus de 5 jours, du coup? Alors, ce processus, comme j'ai dit tout à l'heure, il est piloté par le SRA. C'est vraiment le système rénine-angiotensine qui pilote tous les effets induits par le jeûne. Alors, c'est très simple, ça a été démontré. Quand vous utilisez un bloqueur du SRA, un inhibiteur du SRA, par exemple un sartan, qui est un antagoniste du récepteur AT1R, c'est-à-dire une molécule qui se fixe sur le récepteur AT1R et qui empêche son activation, à ce moment-là, on bloque le processus d'autophagie, on bloque les processus liés au jeûne. On les bloque. Mais ce qui se passe, c'est que c'est AT1R qui pilote le jeûne, c'est-à-dire le récepteur délétère qui le pilote, parce que les sartans sont des bloqueurs d'AT1R. Mais c'est un petit peu complexe. Moi, je décris que AT2R, en fait, il pilote l'activité du récepteur AT1R. C'est lui qui pilote l'activité de l'AT1R. Et c'est un récepteur qui est assez mystérieux. Il y a eu un article qui a été décrit dessus où il parle justement du mystérieux récepteur AT2R qui est passé sous les radars. Mais pour moi, c'est le récepteur le plus important du système rénine-angiotensine. Et donc, c'est lui qui contrôle vraiment. Donc si on prolonge le jeûne trop longtemps, ça dérègle tout voilà, ça. Oui. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, le processus, par exemple, d'autophagie est dérégulé et il se met à dégrader, par exemple, des organites intracellulaires qui ne sont pas sénescents, qui ne sont pas vieux et qui sont fonctionnels. Et donc, il commence à faire un peu n'importe quoi. Donc au-delà de 5-7 jours, toi tu dis entre 3 et 7 jours. Disons entre 3 et 7 jours, c'est très bénéfique. Après, ça peut l'être pendant 2 semaines, etc. Ça dépend des gens. Mais voilà, c'est pas. Mais on sait que ça peut dérailler. En tout cas, que ce système, après, au bout d'un certain temps, il commence à faire n'importe quoi. Et donc, il n'y a plus tous les effets bénéfiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les effets du jeûne, en fait, sont très, très bénéfiques sur le corps humain. Et est-ce que c'est bénéfique de le faire sans eau, un jeûne sans eau? Alors, il vaut mieux le faire à l'eau, à mon avis. Le jeûne sans eau est plus efficace, entre guillemets, c'est-à-dire il est plus violent pour le corps. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut préférer le jeûne à l'eau qui va être moins violent que le jeûne, hydrique par rapport à un jeûne sans eau. D'où le fait de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas improviser des jeûnes. Ah oui, il faut que ce soit encadré. Ça a l'air facile, on se dit on mange pas, oui. mais en fait finalement on voit tous les processus physiologiques, biologiques qui sont à l'œuvre. Oui. C'est complexe. Oui, c'est complexe, oui.
Bah, c'est passionnant. Donc c'est vrai qu'on a vu, on est parti loin, on a balayé large. Hein. On a vu aussi comment ce système SRA est impliqué dans le système immunitaire, dans le Covid long, comment il est impacté par ces injections, comment le renforcer avec ses compléments alimentaires, tout en ne faisant jamais n'importe quoi, hein, on a dit juste avant, et puis ce jeûne. Oui, alors juste peut-être pour les auditeurs, là parce que c'était un petit peu complexe, juste pour résumer, le jeûne, il vous diminue l'inflammation, il diminue le stress oxydant, il permet de diminuer les LDL, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, et il augmente les HDL, donc le bon cholestérol. Il augmente la dynamique mitochondriale et il régule les triglycérides et il fait extrêmement bien fonctionner le système nerveux. Et c'est ça le plus important peut-être, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais ça fait très très bien fonctionner le système nerveux, parce que ça fait produire notamment un facteur qui s'appelle BDNF, qui est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Et ce facteur BDNF, il est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va réparer tous les dommages qu'on a au niveau du cerveau. Il va réparer tous les types cellulaires, donc non seulement les neurones, mais aussi les cellules de soutien des neurones. Donc ça va être les oligodendrocytes, les astrocytes, les cellules microgliales. Donc il va faire bien fonctionner toutes ces cellules. Il va donc favoriser la plasticité cérébrale et la transmission nerveuse. Il va stimuler la neurogénèse, c'est-à-dire la production de nouveaux neurones à partir des zones du cerveau qui peuvent subir une neurogénèse, hein, parce que c'est pas toutes les zones du cerveau qui le font. Et en fait, la neurogénèse va être stimulée au niveau du gyrus denté de l'hippocampe, qui est impliqué donc dans les phénomènes de mémorisation cognitif. Ça va stimuler la neurogénèse aussi au niveau des zones subventriculaires des ventricules latéraux. Et puis, ça va augmenter la neurogénèse, qui est normalement très faible, mais surtout la plasticité neuronale au niveau donc du cervelet et du tronc cérébral, et également de l'hypothalamus, hein, qui est quelque part le chef d'orchestre des hormones, des hormones de l'organisme. Donc ça, c'est une action très très importante. C'est la production du BDNF. Et ce qui a été établi aussi, et qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau du système nerveux, quand justement il y a ce jeûne thérapeutique, vous allez vous mettre à produire énormément d'une protéine très particulière de la matrice extracellulaire au niveau du cerveau, qui n'est pas la laminine, le collagène, etc., quelque chose de connu, c'est la ténacine R. Et donc c'est très étonnant. Et ce qui a été démontré, c'est que quand vous faites le jeûne, ça a été étudié par protéomique, hein, justement en analysant des personnes qui faisaient du jeûne par rapport à des personnes qui ne faisaient pas de jeûne. Et ils ont vu sur 3000 protéines qui étaient étudiées qu'il y avait à peu près 1000 protéines dont l'expression était modulée par un jeûne thérapeutique. Ça veut dire que vous avez un tiers en fait de l'expression protéique apparemment qui serait touchée par un jeûne. Donc vous voyez, il y a une répercussion très importante au niveau de l'organisme. Merci énormément Jean-Marc pour le partage de tes connaissances si importantes, un peu obscures pour nous, hein, les néophytes, mais c'est important de publier cette information. Ça fera une archive pour pouvoir fouiller, approfondir ce système SRA qui est impliqué dans bon nombre de processus physiologiques du corps, de notre santé, et dans aussi la processus de guérison de ces Covid longs, de ces contaminations, de ces effets secondaires. Et le jeûne, là, donc, qui vient un peu le rebooster. On a parlé des compléments alimentaires. Franchement, ça a été magistral. Tu as été généreux avec nous ce soir. Je te remercie.